Bonsoir, bienvenue sur meta.tv. Donc, toutes les semaines, 21h jusqu'à 23h, 23h30, on a changé d'horaire. Donc, tant mieux. C'est voilà, mieux tu vois, pour les ça vieux. finira plus tôt aujourd'hui. Voilà, ça finira un peu plus tôt. Toi, tu préfères en plus, tout le monde préfère. Voilà, comme d'hab, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux métanautes, aux modérateurs et à tout le monde connecté qui nous regarde. Méchants, gentils, petits sphincters, anonymes, etc. Il y en a beaucoup. Ah, tu les connais par cœur? Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et donc, en tout cas, bienvenue à vous pour une soirée avec Alain Benachem. Salut Alain, tout le monde. Alain, il fait partie des meubles, il a ses Oui, je fais partie des meubles, j'ai fait la première. Il y a des tags sur les murs, Alain Benachem dans les toilettes. Donc, voilà, habitué pour ceux qui le découvrent. Bon, voilà, c'est vraiment que vous êtes ultra New Jack, quoi, que vous venez de débarquer. En tout cas, les autres, les anciens, ils savent très bien, Alain, que ça fait très longtemps qu'il vient sur meta.tv. Alors, que des nouvelles cette semaine. Cette semaine est... Alors, on parle de quoi en premier? En premier, il y a tellement de sujets. Je voulais commencer, puisque c'est l'intitulé quand même de l'émission de ce soir. La fédération. La souveraineté, c'est-à-dire que la souveraineté au cœur de la problématique. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu, tu le sais, enfin, c'était pas aujourd'hui, c'était la semaine dernière, mais le discours de Macron à la Sorbonne, il a pas arrêté de marteler le mot souveraineté européenne. Ouais. À tel point que ça a été repris voilà, par les médias, etc. Et on a parlé aujourd'hui en disant, il y a un souci, c'est que, justement, les Français, il faudrait qu'ils aillent vers une souveraineté européenne. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là, qui sonne comme un oxymore entre une souveraineté européenne? Moi, j'ai un problème avec ça. Et pourtant, c'est bien comme ça que ça a été présenté, emballé. Et alors, à cette souveraineté européenne, on peut supposer qu'il s'oppose cette souveraineté nationale. Évidemment. Évidemment. Nous, on oppose la nation. Donc, on ne peut pas reparler de la nation et du recouvrement de son indépendance, puisque cette indépendance a été perdue. Elle n'existe plus, puisque toutes les lois sont édictées par l'étranger, l'armée est sous commandement étranger, et les frontières sont totalement ouvertes aux flux migratoires, donc il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Donc tout ça, c'est fait pour casser la nation. Et alors pourquoi ils veulent casser les nations parce que souveraineté européenne, ça n'a pas de sens. C'est un oxymore, une souveraineté européenne. Ça n'a aucun sens, puisqu'il n'y a pas de nation européenne. Alors, il n'y a pas de nation. Si tu veux, la nation, elle se crée par l'histoire. On en a ici souvent longuement parlé. On a parlé des deux concepts de nation, nation ethnique, nation civique. Là-dessus, moi, je préfère parler de nation historique. Hein, la nation se crée au cours de l'histoire dans un espèce de creuset où les gens, étant membres de cette nation, ont pris des habitudes, ont des lois particulières, ont pris des habitudes particulières et qui ont fait qu'ils ont formé un groupe cohérent. Quand on va en Allemagne, on voit qu'on n'est pas en France. Les choses sont différentes. Quand on va en Italie, pays pourtant assez proche, c'est complètement différent. Donc on va en Espagne, on va, je ne te dis pas en Grande-Bretagne, tu croirais que tu es à l'autre bout du monde, mais donc la nation a une cohérence intrinsèque. On a un sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance. On sait que le sentiment d'appartenance à la France s'est formé pour nous au cours de la guerre de 100 ans et on a ce sentiment d'appartenance. Maintenant, donc les suprémacistes blancs disent oui, mais c'est l'Europe, vu qu'on est blanc et les autres sont pas blancs. Mais ça peut pas marcher. Donc ça peut pas marcher parce que
parce que les lois qui en Allemagne ne sont pas les mêmes que les lois en France, et les lois en Suède ne sont pas les mêmes que les lois en France, et que les lois sont le reflet de l'histoire, des interactions qu'il y a eu entre les Français. Et la France a une très très grande spécificité, je l'ai toujours dit, la France a inventé la légalité. Hein, Montesquieu, il est bien français, l'esprit des lois, c'est la France, et donc même si certains n'aiment pas la Révolution française et Napoléon Ier, il n'empêche que là, c'est formé dans le concret, l'esprit des lois, c'est formé la légalité. On a un pays de légalité, on a un pays de code. Tu prends par exemple le système juridique. Ouais. Le système juridique français est tout à fait particulier. Il n'existe pas des similitudes par ailleurs. Il y a un code, il y a des codes pénals. Ce qui fait que chaque citoyen est égal devant la loi. Hein, on pourrait juger par un ordinateur. Hein. Tu fous tous les trucs, tu as fait ça, tu n'as même pas besoin de juge. Quoi. Tu vois, il y a un code. Donc nous, on est des pays de légalité et de code. Notamment cette fameuse loi travail qui est un code et qui est valable pour tout le monde et qu'on veut démembrer pour faire un système à l'anglo-saxon. Les anglo-saxons n'ont pas de code. La légalité se règle de gré à gré, par contrat, c'est des gens de contrat, ce qui n'est pas notre cas. Hein. Et donc, voilà les différences notables qu'il y a qui font qu'il n'y aura jamais, au grand jamais, de souveraineté européenne, parce que les Européens, l'Europe, c'est un ensemble géographique, mais ce n'est en aucun cas un ensemble culturel, en aucun cas. Voilà, bon, je sais pas, je peux parler sans s'étendre là-dessus, mais, mais tu vas pas me laisser parler. Parce que, regarde, l'Europe n'est pas, alors peut-être aujourd'hui n'a pas d'existence, comme tu dis, en tant que peuple, mais quand on connaît justement l'histoire de France, qui est aussi une construction politique, est-ce que le projet de nos élites n'est pas aussi de construire une identité européenne, aussi artificielle soit-elle, mais qui va servir de base, c'est-à-dire cette identité européenne, d'ailleurs, avec ce nouveau peuple européen venu d'extérieur de l'Europe, ça lui plaira bien. D'ailleurs, je dis ça, mais ils sont un peu en train de le faire, puisqu'on change l'histoire en ce moment. Alors, toi qui es passionné d'histoire, tu dois être assez choqué de voir à quel point l'histoire est attaquée dans notre époque. Bien sûr. On attaque l'histoire. Et justement, cette attaque sur l'histoire, est-ce qu'elle n'est pas corrélée au fait du projet de ces gens pour modifier le logiciel européen et créer un nouveau peuple. Finalement, on fait émerger un nouveau peuple européen, un peuple qui n'existe pas. Un peuple, oui, d'accord. Mais si tu veux, on ne peut pas créer ce nouveau peuple sans briser les peuples précédents et sans briser ce qu'ils ont apporté. Eux, ce qu'ils veulent, en brisant la France, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que c'est la France qui est la cible en premier lieu. Ils veulent briser le système légal français. Ça ne va pas à l'oligarchie. Hein? Voilà, ils veulent complètement enterrer Montesquieu, qu'on n'en parle plus. Voilà, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau sont les ennemis à abattre, tout ce qu'ils ont apporté. Jean-Jacques Rousseau, c'est la souveraineté du peuple. Pour prendre les Français les plus emblématiques de notre nation. Et si tu veux faire du business sans contrainte, comme ils veulent le faire, eh bien, il ne faut plus de loi. Il ne faut plus de loi. Et donc, il faut briser la France et son système légal. C'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent de nous mettre sur une souveraineté européenne qui est une utopie, d'ailleurs en plus, parce que qui n'existera jamais. C'est tout. Ça n'existera jamais. Tu ne vas pas mélanger
des Français, des Allemands, des Suédois qui nous haïssent. Non, ça n'existe pas. Moi, je connais l'Europe, j'ai voyagé partout. C'est pas demain la veille. Alors, il y a des gens qui disent, dans l'extrême droite, hein, qui disent, oui, il faut que les gens retournent à leurs racines locales. C'est voilà. Les gens retournent à leurs racines locales, donc on va faire des petites entités régionales et qui seront fédéralement dans cette Europe-là. Ouais, mais ça, c'est la même soumission. C'est le projet nazi. Moi, justement, voilà, tous ces gens qui me parlent d'indépendance de la Corse, de la Bretagne, de la Savoie, etc., c'est quoi? C'est une Savoie ou une Bretagne indépendante dans une Union européenne? Ça n'a aucun sens. Oui, mais dans ce cas-là, le système légal français, le système de code, le système... là, il est mort. C'est-à-dire que il est durement l'impérialisme, l'oligarchie financière, hein, eux, ils volent ça, absolument. Ils veulent morceler parce que dans ce cas-là, si tu as des petites lois partout, c'est-à-dire plus de lois, plus de code, plus rien, le grand capital, il se frotte les mains, quoi. C'est tout. Il se frotte les mains. C'est tout. Tandis que quand tu as une nation souveraine, eh bien, avec un code, les capitalistes sont obligés de subir ce code-là. Notamment ce code du travail, c'est-à-dire cette façon dont on va procéder pour embaucher les gens, et que toute entreprise serait obligée de faire comme ça. Alors, ils veulent briser ça. C'est le bonheur alors avec la loi Macron qui détruit le code du travail. Oui, non mais Macron, c'est un homme de l'oligarchie qui a été mis là. Voilà. Donc on sait ce que l'ennemi veut. Hein, on sait ce qu'ils veulent. C'est avec les eurorégions briser tous les États-nations historiques en région. Hein, et de telle sorte à faciliter la mise en place d'un nouveau système pseudo-légal à un niveau beaucoup plus faible qu'il n'est, quoi. Hein, voilà, donc le système en gros anglo-saxon. Social, voilà, avec des règles inspirées de ce qui se fait en Angleterre, aux États-Unis, où on t'embauche et on te débauche à volonté, chacun, tu es malléable et dans la main des employeurs. Voilà, chacun règle son cas avec l'autre par contrat, c'est un rapport de force. Alors il y a des endroits dans les pays anglo-saxons aux États-Unis, où le rapport de force est favorable aux travailleurs, et donc il y a des syndicats, etc. Puis il y a des endroits où c'est pas favorable, donc il n'y a pas égalité, et puisque devant la loi, vu qu'il n'y a pas de loi. Donc tout se règle par des rapports de force, c'est tout. Donc c'est l'Ouest, quoi, c'est la loi du Colt. Voilà. Et nous, ce n'est pas dans les traditions françaises. Chez nous, ça ne marche pas comme ça depuis longtemps, quoi. Depuis longtemps, même d'avant la Révolution française, la France était un pays où on essayait à avoir des systèmes qui étaient similaires d'un bout à l'autre du royaume de France, quoi. Donc voilà, c'est pas dans nos traditions. Ce n'est pas dans nos traditions. La tradition, c'est important, la tradition. Hein, on en a beaucoup discuté de ça. L'homme est un musée. De quoi on est constitué? Nous, on est constitué du passé, hein, qu'on a appris de nos parents par la langue, par tout ça. On n'existerait pas sans ce passé. Nous, on veut nous couper des racines. Alors, on veut nous couper des racines françaises. Il y en a qui disent « Ah oui, mais d'accord, on va vous mettre des racines bretonnes, corses, je ne sais trop quoi. » Mais voilà, il y aura une multitude d'entités. Et sur cette multitude de petites entités, le grand capital pourra mieux les soumettre. Voilà, donc on voit que la défense de l'État-nation France, c'est la lutte contre l'impérialisme et le grand capital.
Voilà. Si on veut lutter contre l'impérialisme et le grand capital, il faut défendre l'État-nation. C'est pas un discours France. un peu communiste, Hein? tu me dis, c'est pas communisant, marxisant. Ah ben moi, quand j'étais au Parti communiste, c'était ça. Moi, j'ai pas changé. Quand j'étais dans un parti communiste qui était nationaliste au sens nation civique, voilà. Hein, c'était produisons français. Justement, aujourd'hui, est-ce que le combat, parce que tu vois, quand tu me dis, bon, en combattant le fédéralisme, va se battre contre en fait, c'est l'opposition grand capital. Alors précisément, les nouveaux, les nouveaux patriotes, pour trouver une formule, ces gens-là te disent qu'il faut se battre pour l'identité et non pas parce que non pas pour nos droits économiques mais pour nos droits culturels parce que si on perd en fait l'identité il n'y a plus rien derrière. Voilà. Les droits économiques, c'est de la blague. S'il n'y a plus personne finalement pour défendre la France, ben, elle n'existera plus. Alors, tout ça, évidemment, est bien compliqué et il faut vraiment se garder des extrémistes dans la pensée. Hein? On a parlé nation civique. Alors, la nation civique, ça veut dire, voilà, tu as un passeport français, tu es français, tu viens là, on te file, bon. Voilà, bon. Et puis d'autres, venant d'Allemagne, qui ont inventé, après le concept de nation civique, parce que le concept de nation civique vient de 1789, exactement. Et au XIXe siècle, on a inventé la nation, le concept de nation ethnique, qui est... Oh merde, attends, je vais couper. C'est le direct. Je suis désolé parce que d'habitude, bon, on verra. Bon. Et donc oui, donc. D'accord. Là. Mais attends, on peut pas le mettre quelque part, là, parce que tu je peux sais pas l'éteindre, non? Bah si, je vais l'éteindre. C'est plus simple. Hein. Excusez-moi, hein. Vous glissez pour éteindre. Voilà. Hop, il est éteint. Normalement, je le laisse dans... Bon. Et donc, voilà. Donc, on opposait, même ici, hein, le concept de nation ethnique et le concept de nation civique. Mais, comme tu le dis très bien, on ne peut pas être membre d'un peuple sans ressentir son histoire. Mais ça ne veut pas dire que ressentir son histoire, ça ne veut pas dire que nous sommes obligés d'avoir 6 générations de Français de souche derrière nous. Ça n'a rien à voir. L'appartenance, elle est culturelle. Hein? Voilà. Toi, t'es métisse, moi, j'ai des parents immigrés, mais on a été élevé dans la France. C'est-à-dire que on est chargé, nous, du passé. Nous, on a été chargés du passé français. Quelle que soit la couleur de la peau, on a été élevés. Derrière nous, il y a Jeanne d'Arc. Derrière nous, il y a la Révolution française. Derrière nous, il y a la guerre de 100 ans. On est chargé de ça. Et donc, mais l'allemand, lui, il est chargé d'autre chose. Et l'italien, il est chargé d'autre chose. Et donc, on a modelé nos rapports, on a modelé notre vie en fonction de ce avec quoi nous sommes chargés. Hein? Notre présent, il vient de notre passé. Donc ça veut dire qu'en fait, cette salade composée européenne, elle ne pourra jamais se mixer. Mais non, chacun va toujours rester... c'est le meilleur moyen pour qu'on se foute sur la gueule. Ah oui, parce que ça ça c'est le meilleur moyen. Ouais. Ah bah oui, c'est tout. Hein? Voilà. Et puis, il y a le prototype de ce qui s'est passé en Yougoslavie, quoi. Tu vois, il y avait une Yougoslavie, et puis tout d'un coup, l'impérialisme a voulu découper tout ça, et ça a été effroyable. Ça a été des nettoyages ethniques à n'en plus finir. Et donc, ça, c'est infernal. Donc, voilà, patriote, si on veut, indépendantiste. Oui, moi je suis pour l'indépendance de la France parce que j'aime la France. J'aime la France, voilà. Ça ne veut pas dire que je haïsse les autres. Et j'aime la France parce que
la France que j'estime, qui a une particularité qui me plaît et qui me cause, et que voilà, je ne pourrais pas être allemand, ni anglais, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Ouais. Italien à la limite, mais c'est tout. Je pourrais pas. Donc c'est pas possible. Puis on a une manière de faire, de se nourrir, de s'habiller, qui fait que ceux qui veulent tuer la France, il faudra qu'ils nous en tuent une grande partie avant, quoi. Ouais, avant que la Ah France oui, s'effondre. ah oui, oui, Mais oui. ils excitent quand même les régionalismes, les particularismes. Là, il y a eu un référendum en Catalogne. Oui. Donc, c'est d'ailleurs prévisible depuis très longtemps. On sait que les Catalans ont envie de se détacher de l'Espagne, d'être indépendants. D'ailleurs, ça, je te prends au mot, puisque c'est la fédération indépendante. Après tout, pourquoi on refuserait alors aux Catalans, je vais faire l'avocat du diable, mais pourquoi on leur refuserait alors ce droit d'autodétermination? Puisque dans une même logique d'indépendance. Tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué et il faut se garder du schématisme, si tu veux. Bon, l'Espagne est l'Espagne est une création ancienne. L'Espagne unique, hein, c'est 1772, le mariage d'Isabelle d'Aragon et de Ferdinand d'Isabelle de Castille et Isabelle de Ferdinand Castille. d'Aragon. On connaît la chanson. Castille et Aragon. Voilà. Et donc, ça date de la fin du XVe siècle et qu'il y a cette unité. Ouais. Cette unité. Donc, il y a des gens qui veulent la briser. Pourquoi ils veulent la briser? C'est quand même curieux parce que la Catalogne n'a jamais formé d'État. Ouais. Non, c'était l'Aragon, c'était un grand royaume. Oui, c'était un grand royaume. Voilà. L'Aragon, c'était important, mais la Catalogne, c'était une partie de l'Aragon. Et dans l'Aragon, il y avait d'ailleurs Valence, le pays de Valence. Hein. Mais les Valenciens, ils ne peuvent pas blairer les Catalans, bien qu'ils parlent la même langue, Ouais. si tu veux. Donc si tu arrives comme ça dans l'Espagne, où les Espagnols sont extrêmement régionalistes, tu commences à découper là-dedans, ça va être un foutoir infernal, quoi. Puis quel intérêt? Je vois pas pour les gens qui sont des nationalistes, quel intérêt de choisir l'indépendance de la Catalogne par rapport à l'unité de l'Espagne? Je vois pas. Alors il y en a qui nous mettent le Donbass. La comparaison, ah oui, tu es pour l'indépendance du Donbass, mais pas de la Catalogne. Je dis, moi, je ne suis pas pour l'indépendance du Donbass. Les gens du Donbass ont été agressés par un faux État, qui est l'État ukrainien, qui n'a jamais existé, qui est une création de l'Union soviétique, et qui n'a jamais existé avant l'URSS. C'est l'URSS qui en a fait les contours, hein, qui a pris la Crimée à la Russie, qui l'a mis là, voilà. Et puis, en tout l'est de cette fausse région, finalement, ce faux État, hein, toute la partie de l'Est, c'était peuplé de Russes, quoi, des vrais Russes, des Russes comme les autres. Voilà. Donc, peuplé de Russes. Bon, alors d'ailleurs, à la fin de l'URSS, les Ukrainiens ont voté à 60% pour le maintien du RSS à l'époque, hein, faut dire ce qu'il y a quand même, et que tous ces gens qui étaient venus, ces Russes qui sont venus travailler, parce que l'Est de l'Ukraine actuelle était extrêmement industrieuse, c'est là qu'il y avait tout le complexe militaro-industriel soviétique, voilà, ouais. Les usines d'armement, donc plein de Russes sont venus travailler dans la région de Kharkov, la région de Donetsk, etc. Et donc ces gens-là, leur langue maternelle, c'est le russe, ils sont russes. Voilà, donc on vient leur dire, ah non, maintenant, il faut que vous parliez la langue des bouseux de l'autre côté, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Voilà, j'ai dit, ben non, nous, on aimerait mieux retourner à la mer Russie, vu qu'on est russe.
les gens du Donbass qui préféraient, c'est être russe. Oui, Avoir un passeport russe. Bah, les Russes n'en veulent pas. Alors il dit, bah, si on ne peut pas être russe, bah, au moins soyons indépendants. Voilà, mais il n'y a aucune similitude dans les processus, et il faut voir que même cette affaire est née d'un coup d'État impérialiste qui a voulu faire en sorte que l'Ukraine passe à l'ouest, c'est-à-dire devienne une base militaire pour l'État profond états-unien. Donc c'est ça qu'ils ont voulu. Donc, et c'est pour ça que ça leur est un peu retombé sur la tronche, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Mais bon, la Catalogne, faudrait connaître la raison de ces gens-là. Moi, j'ai du mal à comprendre, quoi. Alors, il y en a qui disent, ah oui, mais les Catalans, la Catalogne est industrielle, alors que le reste du pays, hormis là... Bah, ils ont, alors, semble-t-il, la Catalogne dans la région la plus riche d'Espagne, et ils reverseraient trop, selon eux, d'impôts au reste de l'Espagne. Et ils n'auraient rien à bouffer, parce que toute la bouffe, elle vient du Sud. Hein. Ouais, mais peut-être qu'ils se disent on aurait les toute moyens... l'agriculture, ça vient du Sud. Hein. Ouais, l'agriculture, c'est vrai en plus. Ah bah ouais. Mais la partie industrielle de l'Espagne, c'est vrai que c'est en... oui, de Catalogne et du Pays Basque. Oui, bien sûr. Alors, si c'est cette raison-là, c'est pas une bonne raison, quoi. Puis la Catalogne, depuis une dizaine d'années... Alors, ils ont une autre langue. Voilà. Et ça avait été, au départ, très appuyé dans la politique... tu sais très bien la charte des minorités régionales, européennes, etc. Donc le catalan était utilisé partout. Même ceux qui faisaient des études, des étudiants étrangers qui faisaient leurs études à Barcelone, souvent ils arrivaient à l'université et les cours étaient en catalan, alors qu'eux avaient appris effectivement le castillan en espagnol, quoi. Parce que l'espagnol, c'est le castellano, en fait, le castillan. Ouais, alors, en plus... Et les profs refusaient de parler en castellano par acte politique, en disant, bah non, bah, vous parlerez en catalan, vous apprendrez le catalan. Et ensuite, on sait que la Cour constitutionnelle espagnole a cassé cet accord et a demandé justement à la Catalogne de revenir en arrière. Mais bon, ça faisait quand même plus de 10 ans qu'on était déjà dans cette politique. Tous les Catalans parlent castillan, tous, sans exception. Oui, bien sûr. Dans la rue, on parle le castillan. Mais ils parlent catalan entre eux. Et ils parlent catalan entre eux, bien sûr. Et l'espagnol, c'est une langue internationale qui est un vecteur extrêmement important économique. Économique, est vraiment important. Et donc, c'est se couper. Ne plus parler le castillan, c'est se couper du monde, quoi. Qui parle le catalan ils vont aller dans le Roussillon. En plus, c'est pas le même catalan. Alors, ils réclament aussi une partie de la France dans leur revendication. Il y a une revendication territoriale sur les Pyrénées-Orientales. La fin du traité des Pyrénées. La fin du traité des Pyrénées, signé par Louis XIV. Voilà. Enfin bon. Ça devrait quand même nous inquiéter parce qu'on peut être entré. Oui, bien sûr. La guerre d'Espagne de 36, ça peut nous inquiéter. Elle est un peu partie aussi sur une déclaration comme ça d'indépendance. Est-ce que nous, on peut très bien être engagé dans un conflit comme ça. Dire quand même une chose par rapport à ce nationalisme ethnique. Oui. Admettons d'abord, comment on définit une ethnie ? Dans des grands pays industriels, tu peux définir une ethnie dans la forêt amazonienne. Tu as une tribu, là, au milieu, tu peux la décrire, si tu veux. Moi, j'ai fait de l'ethnométhodologie, donc je sais comment on définit une ethnie. Donc, une ethnie, il faut commencer à décrire, voilà. Voilà. Bon. Donc, une ethnie, tu la décris, et elle se décrit par différenciation à une autre. Si tu veux, Et il y a celle-ci, puis il y a celle-là, c'est une autre ethnie. Bon. Maintenant, en Europe, comment vas-tu définir des ethnies ? Ça commence à devenir difficile, puisque en Espagne, il y a eu un brassage de population, beaucoup de Castillans vivent en Catalogne, et beaucoup de Japonais d'ailleurs qui vivent en Catalogne, et il y a beaucoup de Catalans qui vivent dans le reste de l'Espagne. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi ? C'est du nettoyage ethnique.
C'est comment tu vas définir que toi, tu es catalan et toi, tu ne l'es pas? Moi, je pourrais dire, ah ouais, je suis catalan, mon grand-père était C'est ce qu'ils ont catalan. fait en Yougoslavie, remarque. Hein? En Yougoslavie, il y a eu bien une épuration. Eh ben, en Yougoslavie, ils se sont massacrés. Ils se sont massacrés. Parce que l'ethnie en Europe n'est pas différenciable. Tu ne peux pas différencier une ethnie. Tu peux différencier une nation de par ses lois, de par ses frontières. Ça, tu peux différencier un Français d'un Allemand. Par exemple, les Catalans, ils peuvent estimer que celui qui parle catalan, c'est un Catalan, par exemple. Ça peut être un critère. Il peut y avoir des tas de gens qui parlent catalan qui ne sont pas. Donc, oui, celui qui parle catalan, il est catalan. Donc, tous ceux qui... mais donc, ils vont vers de graves problèmes, quoi. Et, si tu veux, c'est des graves problèmes, quoi. C'est tout. Ils vont faire quoi? Des examens pour dire, voilà, toi tu parles catalan, donc ils vont leur faire une dictée en catalan. Et même la crise politique, là, en Espagne, elle n'est pas partie pour s'arrêter, ça va durer. Ça va être une épine dans le pied du gouvernement, il n'y a rien qui va s'arrêter, puisque le référendum... mais c'est bien, ça va dans le sens de l'état profond, enfin dans le sens de foutre la merde de la déstabilisation de l'Europe. Voilà, ça contribue à une déstabilisation encore de l'Europe, cette fois avec un point à l'ouest qui est complètement déstabilisé. Voilà. Ça va avec l'immigration, ça va avec tout, ça va avec l'objectif de destruction totale de destruction pour reconstruire cette fameuse souveraineté européenne qui n'a aucun sens. Moi, je me sens plus proche d'un Chinois que d'un Allemand. Ah bon? Oui. T'es comme Asselineau, alors? Hein? Ben oui, parce que... parce que tu trouves pas qu'il y a... moi, j'ai passé ma vie d'industriel en Allemagne. C'est-à-dire, quand tu es industriel, c'est avec les Allemands que tu as le plus de rapports. Hein. Ouais. Enfin, c'était dans le temps, quand il y avait une industrie. Bon, maintenant que l'industrie est en Chine, je passe ma vie d'industriel avec les Chinois. Donc, je peux voir la différence. Bon, alors, il y a des points communs qu'on a avec les Chinois et qu'on n'a pas avec les Allemands. Par exemple, en Allemagne, les dîners d'affaires, ça n'existe pas. De toute façon, leur bouffe est dégueulasse. On va pas te faire c'est comme en Angleterre, quoi. Le dîner d'affaires, tu fais pas de business à table. C'est pour un Allemand, c'est inconcevable de faire du business à table, en mangeant. Alors, pour un Français, on a des traditions de repas d'affaires. On fait du business à table. Bah, en Chine, tu peux pas faire de business en dehors de la table. C'est encore pire. C'est encore pire. Voilà. Tout le business, c'est forcément à table. Voilà. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Donc il y a des choses qui nous rapprochent des Chinois et qui nous éloignent des Allemands. Donc oui, mais d'un point de vue culturel, civilisationnel, un Français est plus proche d'un Allemand que d'un Chinois. J'en sais rien. Culturellement. Je ne sais pas. Culturellement, oui, il y a Goethe, Beethoven, Heinrich Heine, Bach. Oui, oui, mais ils sont devenus universels, si tu veux. Oui, je veux dire, Schubert, les meilleurs interprètes de Schubert, c'est les Japonais. Je ne crois pas que j'ai pu m'intégrer plus facilement demain en allant à Francfort qu'à Beijing. Je ne suis pas sûr. Ouais. C'est pas sûr. Je parle de sans rien connaître. Non, sans rien connaître, c'est pas sûr. Ah bon. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Tu vas arriver à Francfort, par exemple, je te donne un exemple qui m'est arrivé. Tu arrives à Francfort, tu vas te garer. Tu te gares, et puis tu recules, tu touches un peu la voiture. Il y a un attroupement, on appelle la police. C'est terminé, quoi. Je sais, oui. C'est un scandale. Oui. Hein? Non, mais ça, tu vas te garer dans une rue et normalement on se gare de le côté droit. Toi tu vois une place à gauche, tu te vas à gauche. T'as ton voisin, il appelle les flics. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. C'est comme ça en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Voilà, il appelle les flics, c'est tout. Ouais, c'est comme ça. En même temps,
C'est un peu de l'ordre aussi, parce Hein que ça fait pas de mal un peu d'ordre. Un peu d'ordre, oui, tandis que... Parce qu'en France, le mec, il te défonce ta voiture à Paris, et tu rentres, t'es bien dégoûté, puis t'as une voiture, tu retrouves ton voilà, parcours avancé. C'est un peu le bordel, mais en Chine aussi, c'est le bordel. Moi, je préfère Francfort ou Vienne que les voisins vont veiller à ma voiture, même si je suis pas là. C'est pareil, désolé, hein. L'extrême différence qu'il y a entre les Japonais et les Chinois, c'est énorme. Ouais, vas-y. Là, tu vois, ils sont jaunes, mais alors, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Puis ils se haïssent copieusement. Hein. Oui, ils se haïssent, Japonais. Les Japonais, ils sont plus proches des Allemands. Hein. Ben oui. Au Japon, c'est pareil. Oui, ils auront une sphère culturelle asiatique quand même. Bah oui, ils ont une sphère culturelle agressive, agressive. Ouais. C'est comme nous. Regarde, on a nos grosses, nos antagonismes, pour ne pas dire voilà, des concurrences extrêmes entre français, allemands, français, anglais. Et pourtant, tout ça fait partie quand même d'un creuset culturel commun. Il y a des points, je veux dire, la chrétienté, le droit, les systèmes politiques, etc. Enfin, non, les droits, ils sont complètement différents, les systèmes politiques sont différents, c'est tout. Ils sont devenus identiques parce que maintenant, on nous a imposé le même système au travers de l'UE, mais c'est complètement différent, quoi, c'est tout. Voilà, quand tu vas en Angleterre, t'as les mecs avec la perruque, le régime politique la reine, français, il est quand même beaucoup plus proche du régime allemand que du régime chinois, non? Oui. Du régime, tu parles. Oui, bon, si tu veux, tu te fais l'avocat du diable. Ah bah oui. Mais bon, si tu veux. Mais pour moi, c'est une utopie. Et puis, s'ils nous mettent dans le même sac, on finira par se détester, de se foutre sur la gueule et de se refaire une guerre. C'est clair et net parce que tu ne brises pas un passé. Tu brises pas une histoire. Parce que même si tu connais pas l'histoire, même si tu n'as jamais entendu parler de Jeanne d'Arc, tu es fabriqué par l'histoire, de par le langage, de par tes habitudes, et tu es fabriqué par ton passé. Et mon passé, c'est pas le même de celui d'un Allemand. Alors, on peut avoir un passé similaire avec les Anglais, parce que, si tu veux, il y a une similitude inversée, quoi. Les Anglais sont des Français à l'envers. Ah oui, hein voilà, justement, c'est un peu l'antithèse de la France. Voilà, c'est l'antithèse de la France. C'est des Français à l'envers. C'est tout. Parce qu'il y a eu cette fameuse guerre de 100 ans, puis toutes les guerres qu'il y a eu, ce qui fait que les Anglais nous détestent copieusement, et donc ils veulent surtout pas faire comme nous, quoi. Voilà, donc... alors, c'est vrai qu'on a une histoire commune, une histoire de guerre, parce qu'on s'est largement foutu sur la gueule pendant des années et des années. Voilà, bon, ça, c'est une histoire commune. Mais il ne faut pas oublier que la noblesse anglaise, avant d'être britannique, elle est d'origine française. Oui, d'origine française. Voilà. Et là, il y a des Montaigu, Lord Montaigu, pourquoi Montaigu, tu vois, et voilà, donc ils sont devenus une espèce d'anti-France, quoi, parce que ils revendiquaient le fait d'être français, et nous, on n'a pas voulu. Alors, question qui se pose. Est-ce que dans le concert de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire, on imagine chaque nation qui reprend sa souveraineté en Europe? Que j'espère, et j'espère que ça se fera. Ok, bon ben voilà, on va prendre ce cas-là dans le scénario. Est-ce que aussi, justement, parce qu'il y a une question importante que tu as soulevée avant, tu as parlé d'histoire. Et moi, précisément, je pense qu'il y a un sens de l'histoire. Oui. Alors, ça voudrait dire que les pays, une fois qu'ils auront repris leur souveraineté, vont aussi reprendre leur sens de l'histoire. Oui. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne devra pas craindre les Allemands, Est-ce qu'ils vont pas... Là, je donne raison, je fais mon avocat du diable européisme, mais tu comprends dans ce... Est-ce que sur ce plan-là, parce que, imaginons une Europe des nations, plus d'Union européenne, chacun qui reprend sa souveraineté, et le sens de l'histoire reprend le dessus, et finalement, l'Allemagne est notre concurrent naturel. On est revenu, si tu veux, comme en 1914. Avant 1914. Mais il sera toujours qu'on soit redevenu une nation ou pas. C'est la meilleure façon pour qu'on se refoute sur la gueule, c'est bien de nous mettre dans le même sac. C'est tout. Voilà. Maintenant, si on a une nation, eh bien... on fera des traités, si tu veux. C'est l'Europe des nations.
voilà, c'est pas obligé que on soit en guerre. Et puis la guerre dans les pays modernes aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait dissuasif. Donc, Alors, voilà. guerre veut pas dire Puis forcément on a l'arme la Seconde Guerre atomique, on mondiale. leur foutrait Mais, une bombe atomique sur la tronche et puis on n'en parlerait plus. non, mais je veux dire, voilà, une concurrence certaine, etc., ou voilà, même des sales coups entre nations, quoi. Parce que finalement, l'Allemagne, qui reprend son sens de l'histoire, les nations européennes, elles se battent aussi pour un leadership de domination sur le continent. On va pas se mentir. C'est un peu ça. Avec les Français qui sont entre le géant allemand terrien et le géant britannique Thalassocrate, enfin, l'empire des... Voilà. Mais chacun suit son destin, c'est ça, c'est son destin. Et le choix, il est là. Est-ce qu'on veut qu'il n'y ait plus de France? Est-ce qu'on veut que la France disparaisse? Voilà. Voilà, la question, elle est posée. Hein, comme elle est en train de disparaître, comme l'autre abruti qui parle de souveraineté européenne. Donc, souveraineté européenne, c'est dire la disparition de la France. De toute façon, il a déjà vendu les meubles, hein, il a vendu Alstom et tout le bazar. Il n'y a plus donc rien. Ça, c'est vraiment le traître fait homme. Hein, il devrait être devant un tribunal si les choses étaient bien faites. Et donc, voilà, donc, est-ce qu'on veut justement la disparition de la France? C'est la question que tout le monde doit se poser au fond de son cœur, quoi, au fond de son âme. Voilà. Et donc, si vous voulez la disparition de la France, voilà, vous voulez être breton, être, je sais pas, berrichon, auvergnat, mais plus français, et être une petite région dans une Europe qui sera gouvernée par l'État profond anglo-saxon et avec le Gauleiter de l'Europe, ce sera la grosse Bertha. Hein, Gauleiter de l'État profond, ça sera un Bosch, forcément. Voilà, c'est tout. Si vous voulez un bordel qui est une utopie, qui ne peut pas se faire pacifiquement, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On ne brise pas les liens historiques des nations. On ne peut pas les briser. D'ailleurs, les pays qui se révoltent beaucoup contre cette situation, ce sont les pays d'Europe de l'Est. En particulier les groupes de tu parles, ils ne veulent pas entendre parler de leurs conneries. C'est ça. Ils sont très en point. Je voudrais en revenir, parce que d'un débat que j'ai eu avec Thierry Messant, parce que Thierry Messant, c'est un grand admirateur de la Rome antique, qui dit, ouais, Rome, c'est le droit, c'est la civilisation. Je dis, mais mes fesses. Donc ça, c'est pas vrai. Je lui ai fait un long article que j'ai d'ailleurs mis sur Facebook. La Rome antique, Rome a détruit par le menu la civilisation qu'il y avait sur le territoire de la France actuelle, la civilisation des Celtes. Détruit, c'est pas, il y a la légende, c'est que, ah oui, les Gaulois, entre guillemets, parce que le terme de Gaulois, c'est une invention des Romains, ils ont vu que les autres, ils étaient plus civilisés, ils ont abandonné leur bray, leur truc, puis ils ont mis des toches, tu vois, ils ont dû cailler, parce que les Gaulois étaient habillés comme en pays froid. Et donc, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu des révoltes continuelles et des massacres. Et ça, c'est attesté par l'archéologie. Aujourd'hui, quand on construit quelque chose, il y a un système qui permet, quand on trouve quelque chose, de dire bah, on attend, on va fouiller. Donc, quand on a construit les lignes de TGV, des choses comme ça, on a trouvé une multitude, notamment sur la ligne Paris-Strasbourg, une multitude de villages de ces fameux Gaulois. Une multitude. Et tous ces villages datent d'avant le 1er siècle. Et on ne trouve rien après le 1er siècle. Nada. Zéro. Ça veut dire que tous ces gens-là qui étaient dispersés quand Jules César il a écrit son livre De Bello Gallica, la guerre des Gaules, il dit quand on arrive en Gaule, on voit des fumées de villages partout, des champs de blé partout. Ouais. Donc il y avait une occupation du terrain des villages.
Mais ça a été détruit par ces gens-là. Donc, ces gens-là ont détruit une civilisation manu militari. Est-ce que vous voulez que notre civilisation, elle soit détruite de la même façon? Voilà, c'est tout. Et qu'on parle à un espèce de sous-anglais, comme après le passage des Romains, les gens ont parlé à un espèce de sous-latin qui est devenu le français. Alors, voilà, donc, si vous voulez ça, vous continuez comme ça, vous ne révoltez pas, vous venez pas nous rejoindre à notre fédération indépendantiste, et puis vous en foutez, et vos enfants, ils vivront dans un milieu qui ne sera pas l'Europe, et qui sera un chaos épouvantable. C'est tout. Voilà. Parce que il y a beaucoup de réactions, comme tu l'imagines. Voilà, on me dit déjà, faites-vous une différence entre nationalisme et patriotisme? Alors ça, c'est une notion intéressante. Nationalisme et patriotisme. On en avait déjà parlé, mais c'est bien de revenir dessus. Parce parce qu'un jour, il y a De Gaulle qui a dit on n'est pas des nationalistes, voilà, on est patriotisme, c'est aimer sa nation, nationalisme, c'est quoi la différence? Parce que, en fait... Moi, je suis nationaliste. Alors, je suis nationaliste, pourquoi? Parce que je défends ma nation, et je défends le concept de nation. Donc, défendant le concept de nation, je suis nationaliste, et ça ne veut pas dire du tout que je haïsse les autres nations. Non, moi j'aime bien. C'est ça la définition qu'on en a. On prend le pire, on prend l'Allemagne. C'est les siens, nationalistes, l'Allemagne. Les autres. Ouais, j'aime bien aller en Allemagne, j'aime bien Goethe, j'aime bien Beethoven, j'adore Schubert. Voilà, bon. Mais j'aime surtout la France. Donc je suis nationaliste. Le terme de patriote, c'est venu, je dirais même, c'est même un peu inversé, si tu veux. Le patriote, il a on va dire un amour excessif pour sa nation, un amour débordant, si tu veux. Donc c'est pour ça que je préfère le terme de nationaliste, parce qu'il est beaucoup plus parlant, il est beaucoup plus carré. Nationaliste défend la nation. Maintenant, ce que De Gaulle a pu dire, pour moi, c'est une connerie. Mais alors, on peut, bien sûr, parce que, si tu veux, les nationalistes ethniques ont confisqué le terme de nationaliste, il s'appelle natio, oui. Et ils ont confisqué ce terme-là. Ce qui fait que les nationalistes historiques, comme je le suis, ont du mal à se différencier par rapport aux nationalistes ethniques. Bon. Mais je dis, moi, dans le nationalisme civique, que j'appelle nationalisme historique, il y a un peu, bien sûr, d'ethnie dedans, quoi, si tu veux. Hein, dans le sens qu'un Français est quand même descriptible par rapport à un Allemand et par rapport à un Anglais. Oui. On peut quand même le décrire. Par rapport à un Thaïlandais ou à un Ougandais. Un Thaïlandais, mais même par rapport à un Catalan ou à un Italien. Il est descriptible, c'est tout. Voilà. C'est simple déjà. Tu prends le train, ça m'est arrivé, tu vas de Perpignan à Valence. Bon, le train, il suit la côte française. Tu as des petits villages, c'est beau et tout ça. Tu vois, au bord de la mer. Puis tu arrives en Espagne. Je te dis pas l'horreur. Tu arrives, tu longes la côte espagnole. Ah bah c'est que c'est que du béton, c'est moche. Un village, t'as passé la frontière, un village espagnol n'a rien à voir dans sa structure avec un village français. Ouais, il n'est pas fait pareil. Les choix étaient différents. Il n'est pas fait pareil, quoi. Tu étais dans un autre monde, quoi. Si tu veux, le village français, c'est quelque chose de... T'as l'église au milieu, puis t'as quelque chose de rond autour. Voilà. Voilà, le village espagnol, tu as une rue centrale, tu as des maisons fermées, il n'y a pas de fenêtres, c'est complètement différent, quoi. Tu es dans un autre monde. C'est leur monde, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon problème. Chez nous, il y a une loi littorale qui interdit de bétonner. C'est très bien, elle a protégé cette loi, quand même. Bah oui. On me dit, nous sommes l'un des rares pays au monde qui ont de ces particularités. Moi qui ai voyagé un peu, je peux le dire, comment est-ce possible? C'est vrai, en France, on a honte de nos particularités. Les Français s'autoflagellent constamment sur le passé. Alors, aujourd'hui, on est dans une configuration où
sans cesse, on ramène tout à l'histoire coloniale, au passé esclavagiste et voire à la collaboration, évidemment, la 39-45. Et comme si l'histoire de France ne se résumait qu'à ces 3 épisodes-là qui sont rebâchés, ressassés sans cesse. Oui, c'est ressassé par qui sans cesse. Par les gens qui sont honteux d'être français. Oui. Voilà. Ah, mais ceux qu'on entend dans les médias, qu'on entend à la télévision, qu'on entend partout. Oui, bien sûr, mais ça, parce qu'il faut faire surgir chez le Français la honte de soi si on veut s'autodétruire. Hein, comme le gauchus vulgaris de merde. Il n'y a rien de pire que cette gauche qui est la pire arme contre la patrie. Et voilà, donc, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est l'ennemi à abattre, quoi. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. C'est pas que je... petit mot, parce que j'approuve le colonialisme. Je fais le parallèle, si tu veux, avec, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, mais qui aussi arrive en France, où là-bas, on déboulonne les statues. Et en France, il y a eu l'appel du CRAN et de notre cher ami Georges Hutin, qu'on avait reçu ici même, qui lui aussi appelle à déboulonner les statues de Colbert, à déboulonner les statues... peut-être que la liste va s'allonger, bientôt Victor Hugo ou Jules Ferry. Et en tout cas... on va déboulonner toutes les statues. Pourquoi pas Jeanne d'Arc Est-ce qu'on peut pas faire un parallèle, finalement, avec ces daïchistes, ces djihadistes qui, eux, font la même chose? Parce que c'est la même chose. Eux, ils ont là-bas, ils déboulonnent les statues qui leur plaisent pas, et finalement, ici, c'est aussi pareil. Alors, ça, c'est un point extrêmement important. C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Parce que c'est une question que les Russes ont réussi à résoudre. Passé positif, passé négatif. Les Russes, eux, ils admettent, ils assument tout leur passé. C'est-à-dire, ils assument le tsar, la Russie impériale, et ils assument l'URSS. Quand tu vois le défilé sur la place rouge du 9 mai, tu vois, ils ont des drapeaux rouges, fossiles, marteaux. Tu vois le défilé de l'armée russe aujourd'hui, tu ne sais pas trop si c'est l'armée soviétique ou... Tu vois, ils ont gardé ces traditions. Pour eux, elles sont importantes parce que sous l'URSS, ils ont failli disparaître et tout le peuple russe s'est levé comme un... Ils sont levés, ils se sont sacrifiés. Les gens se sont sacrifiés. Hein, on ne les a pas poussés, ils se sont sacrifiés pour défendre la mère Russie, pour défendre la patrie. Et ça, ils le gardent. Ils le gardent en eux, ce passé soviétique. Voilà. Et donc, ils le gardent avec les Romanov, ils le gardent avec tout le passé de la Russie. Alors, c'est quelque chose que nous, on a du mal à faire. On a du mal à faire, si tu veux. Hein, moi, on me met toujours, on m'oppose, ah oui, la Révolution française, machin, ce truc mûche. C'est pour ça que j'ai mis sur ma page Facebook, j'ai mis un drapeau bleu avec les fleurs de lys, un drapeau bleu, blanc, rouge et un drapeau rouge. C'est les 3 drapeaux de la France. Tout ça au milieu d'un arbre. On a poussé avec notre passé. Hein, le bleu, blanc, rouge, il n'aurait pas existé sans le drapeau à fleur de lys qui a créé la nation française, ce fameux drapeau à fleur de lys, qui est le drapeau français, comme le drapeau rouge est aussi un drapeau français, qui a failli d'ailleurs être le drapeau officiel de la France en 1848. C'était à 2 doigts pour qu'on adopte le drapeau rouge. Donc, il faut assumer le passé. Ça ne sert à rien de se fustiger. La France a été un pays colonialiste, bien sûr, mais si on va prendre tous les pays ont eu un passé qui, à un moment donné, a été quelque chose de négatif. C'est comme ça. Alors, voilà, c'est comme ça. On a été comme ça, c'est comme ça. Et c'est pas en se flagellant qu'on va changer les choses. Le passé, c'est le passé. Moi, quand on me dit des Algériens, ah oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait en Algérie? Comment l'armée française s'est comportée en Algérie? C'est terrifiant. J'ai dit, mais ok, mais il y a eu des criminels de guerre français en Algérie, c'est vrai.
Mais pourquoi ils n'ont pas été jugés? Ils auraient dû être jugés en tant que criminels de guerre. Moi, quand j'étais jeune, j'ai milité pour l'indépendance de l'Algérie. Ça ne fera pas plaisir à mon pote André Chancu, que je salue. Je suis désolé. Tu fais partie des communistes qui militaient pour le FLN. Bon, ça fera plaisir à vous. C'est pas grave. Lui, il était pour l'Algérie française et je le comprends. Il est né en Algérie et il avait sa culture de Français d'Algérie et il regrette de l'avoir perdue. C'est tout à fait respectable, sa position, si tu veux. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis pourquoi les Français, en 1830, ont été en Algérie? Tu sais pourquoi? Oui, moi je sais, mais vas-y, tu vas me dire. Ben oui. Voilà, c'est à cause de la piraterie barbaresque en Méditerranée. Ah oui, mais quand tu dis ça, tu as des... Ah bah oui. Là, après cette vidéo, tu vas voir qu'il y aura des commentaires les Américains, ils étaient avant nous. Oui, mais non, c'est faux. Alors qu'en 1798, les Américains créent l'US Navy précisément pour contrer les attaques des pirates. Oui, parce que les barbaresques, ils allaient jusqu'aux côtes états-uniennes. Voilà. Donc voilà, ça s'invente pas quand même. Donc il fallait mettre un terme parce qu'il n'y avait plus de commerce en Méditerranée, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Voilà. Il n'y avait plus rien. Bon. Donc il fallait mettre un terme. Et c'est pour ça que, après l'échec de l'opération états-unienne, la France a mené une opération qui a été victorieuse. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut l'admettre. Et s'il n'y avait pas eu la France, il n'y aurait pas l'Algérie. C'est la France qui a créé l'Algérie. Oui, bah ça aussi, puisque l'Algérie est une création française 100%. Ah oui, 100% française. Il faut bien le préciser. Voilà, et d'ailleurs, les Tunisiens et les Marocains, ça ne leur plaît pas du tout. C'est pour ça que les relations entre le Maroc et l'Algérie ne sont pas bonnes. Parce que nous, quand l'Algérie est devenue indépendante, on pensait garder le Sahara. Donc on a inclus le Sahara dans l'Algérie. Oui. Voilà. Et donc les Algériens, ils ont hérité de ce que la France a découpé. Donc, alors que les villes du Nord n'ont jamais eu le dessus sur le Sahara, il faut le dire, dans toute l'histoire algérienne. C'est la conquête française qui a donné le Sahara. Il faut assumer. Donc moi, je ne critique pas les Algériens. Non, mais c'est bien de le dire, parce que si tu veux, moi, quand je suis tout seul à le dire, après, bon, j'ai des tonnes de commentaires de gentilles personnes qui m'insultent allègrement quand on leur dit ça, parce qu'ils ne veulent pas admettre. Parce qu'aussi en France, il y a un truc, c'est que quand tu parles de ces vérités historiques et que tu les remets comme ça, tout de suite, les gens sont dans du pathos et dans dans l'insulte et l'invective ou de l'idéologie, mais il n'y a plus du tout de réflexion. On a perdu toute raison, tout raisonnement, Pareil, l'esclavagisme en Afrique... les Arabes, c'est les Arabes qui ont commencé. Mais ça, c'est pareil, c'est autre chose que je répète souvent, mais que certains de nos camarades musulmans ne veulent pas entendre, parce que, une chose, pour être clair, en islam, il y a le droit d'avoir des esclaves. Faut arrêter. On est d'accord. Donc ce n'est pas incompatible, contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de me faire dire, enfin de faire croire dans leurs commentaires en me disant mais non, il ne peut pas y avoir d'esclaves en islam, c'est absolument faux. Il y a eu énormément d'esclaves. S'il y a des musulmans jusqu'au Cameroun, c'est bien que... Peut-être au Cameroun, il n'y en a pas. Un tout petit peu, très peu. Il y en a encore, mais très peu. Bongo s'était converti pour entrer dans l'OPEP, il paraît. Pour entrer dans l'OPEP. Et être polygame, c'est ce que disaient les mauvais gens. Ceci étant dit, moi je connais un peu l'Afrique, et je connais bien le Gabon, puis j'ai fait mon service militaire. Une Afrique non musulmane, c'est beaucoup plus sympa. Enfin, je veux dire que, bon... tu sais qu'aujourd'hui, en plus, même en Afrique, la vie... Alors, puisqu'on est dans ce sujet Afrique et islam, parce qu'il y a quand même un sujet qui concerne précisément ce qui est en train de se passer en ce moment, où on observe que le long de ce qu'on pourrait appeler presque la ligne de fracture entre la chrétienté et l'islam en Afrique, l'Afrique, pendant les 30 dernières années, alors bon, j'étais pas là avant, mais on nous l'a présenté comme le modèle absolu de la tolérance religieuse entre les communautés, donc les chrétiens et les musulmans, que c'était le modèle parfait où tout le monde s'entendait bien. Depuis quelques années, on sait que c'est pas du tout vrai, et au contraire, cette ligne-là qu'on voit qui pourrait aller, tu vois, dans toute la zone sahélienne, donc qui divise la Côte d'Ivoire, qui va en Centrafrique, au Cameroun, etc., au Nigeria, elle existe aussi, cette fracture.
elle est en train de se réaviver. Au Nigeria, il y a eu avec des Boko chrétiens Haram. avec Boko Il y a Haram. les problèmes là au Cameroun. Il y a eu des problèmes. Voilà, on a vu un attentat au Burkina Faso, on a vu un attentat au Cameroun, enfin, c'est en Centrafrique, etc. Partout, en fait, ces communautés s'affrontent. Le Cameroun qui est avec des revendications indépendantistes des anglophones. Des anglophones, oui, parce que les anglophones veulent se séparer des francophones, au Cameroun. Ils en ont marre, en fait. Ah ouais, c'est la mode. Hein. Ouais. Oui, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont plus pareils. Mais pour bien le dire, il y a peut-être une différence, c'est réel aussi, parce qu'il y a quand même une différence entre les pays d'Afrique francophone et les pays d'Afrique anglophone. Moi, je trouve que les pays d'Afrique anglophone, d'une façon générale, ont plus une mentalité d'entrepreneurs. Je les trouve plus entrepreneuriaux, plus à même de faire du business, en fait. Et des pays francophones, beaucoup plus dans une espèce de mentalité où ils attendent que l'État ramène le développement. C'est possible. À l'observation, évidemment. Il y aura peut-être encore des tas de gens qui ne vont pas être d'accord. Bon, allez. Allez, on enchaîne. J'ai plein de questions en plus, hein, j'en profite. On me dit l'U est le cheval du Troie du mondialisme au profit de la grande finance et au détriment des peuples. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Ah là, je pense que tu plus sois entièrement. Voilà, il y a quelqu'un, c'est intéressant, puisqu'on parlait d'histoire aussi tout à l'heure. Il me dit je n'ai jamais entendu parler d'une telle destruction et remaniement de l'histoire à l'école en si peu de temps, à part sous Pétain. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est vrai que je suis quand même effaré, moi. Ah oui, c'est l'œuvre de destruction. Parce que l'histoire, c'est quand même le composant qui va former l'identité. Même si l'histoire est composée de mythes, pour la plupart, est composée de mythes. Ça, on a parlé des mythes historiques. Oui, on a parlé des mythes historiques, oui. Mais les mythes, c'est beaucoup plus intéressant que la réalité. Les mythes, c'est ce que nous, on s'est fabriqué, notre histoire. Et donc, c'est important que... on s'est fabriqué comme ça, et ça, c'est important de la transmettre comme ça. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que les tenants de la version d'en face diraient, nous aussi, on fabrique des nouveaux mythes, en fait, pour le nouveau peuple. Le nouveau peuple, oui, mais enfin, c'est un nouveau peuple qui n'existe pas, et qui n'est pas prêt d'exister. Alors, ils auront du mal. Hein. Avec les Allemands, il y a quand même une sacrée fracture historique avec nous. C'est quand même 3 guerres en l'espace de 100 ans. Enfin, un peu même moins. Moins de 100 ans. Avec quand même d'effroyables crimes de guerre commis par les nazis. Donc, il y a quand même un contentieux. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Puis les Anglais, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Donc, c'est impardonnable. Donc, voilà, il y a des contentieux, qui auront du mal à être surmontés. Voilà, il faudra quand même pas mal de générations. Oui, mais si la population change, si demain les Français dont parlent, les Allemands dont parlent, c'est des mecs qui viennent du Soudan, du Pakistan et de machin. Il y aura plus cette continuité, tu auras fait la cassure là. C'est pour ça qu'ils le font. Ah bah oui, c'est clair. En plus, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre une histoire différente que celle que toi t'as appris. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont en train de nous détruire. Ça, je repose la question à nos spectateurs, est-ce que vous voulez la destruction de la France? Point d'interrogation. Si vous trouvez que c'est positif, si vous trouvez que c'est bien qu'on se auto-flagelle jusqu'à la ad vitam aeternam à cause de la guerre d'Algérie ou de la colonisation de l'Afrique, allez-y. Hein. Je veux dire que les Espagnols, ils ont plus à se reprocher que nous. Hein. C'est la colonisation de l'Amérique, ça n'a pas été une promenade de santé pour les Amérindiens. Oui, pour les Amérindiens, ils ont été balayés. Mais c'était... alors, justement, à ce propos, grosse différence aussi d'approche coloniale en Amérique entre la France et l'Angleterre. Parce que la France, elle a cherché à créer des nations indiennes. Elle s'est rapprochée des Indiens. Elle a voulu faire la charte de Montréal. Elle n'a pas du tout eu la même politique que les Anglais. Oui, alors, parce que ça ne s'est pas fait de... Et attention, on nous regarde le Canada. Il y a beaucoup de Canadiens qui nous regardent. À la même époque. C'est-à-dire que les Français sont venus plus tôt que les Anglo-Saxons. Oui. Et on n'ont pas colonisé les États-Unis centrales, c'est-à-dire les plaines. Hein. Donc, c'est-à-dire entre
le long du Mississippi. Oui. Hein. Donc, ce sont des trappeurs qui sont venus, qui ont descendu du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Et ces trappeurs-là, qui faisaient du trafic de peau, se sont mélangés avec les Amérindiens. Les Amérindiens. Se sont mélangés tout de suite. Et par exemple, on parle des Sioux. Le terme de Sioux, pour les Amérindiens, n'existe pas. Hein. Là, c'est les Oglala, mais c'est pas les Sioux. Sioux, c'est les Français qui ont inventé le terme de Sioux. Hein. C'est un mot français. Et donc, ces Sioux, les Français ont refabriqué une tribu qui était en intermédiaire avec les autres. Hein. Et donc, les Français se sont rapidement métissés, et donc se sont fondus complètement, à tel point que quand Napoléon a vendu ce qu'on appelle la Louisiane, c'était gigantesque. Tout le centre. Ah, ouais. Ça allait des Rocheuses au Mississippi, c'était énorme. Hein, quand ce con il a vendu ça, si tu veux, il y a eu tout de suite une expédition des États-Unis. Puis il n'y avait jamais été dans ce coin-là, c'était la France. Et ils ont rencontré les Indiens. Et les Indiens, ils ont vu des Blancs. Ils leur ont parlé français. Ah, tiens, ils parlent français. Et tu vois beaucoup d'Amérindiens qui ont des noms français. Oui. Des plaines. Donc ça ne s'est pas passé de la même façon, sauf en Louisiane, où ça s'est plutôt mal passé, parce que là, il y avait des planteurs français. Hein, donc c'est pas du tout la même exploitation coloniale. Et là, ils se sont opposés aux Amérindiens. Mais pour tout le reste, ça se passait plutôt bien. Hein, voilà. Tandis que les Anglos, si tu veux, l'invasion des plaines s'est faite après la guerre des sécessions. Tu vois, hein, à partir de 1870, ça s'est fait. Donc c'est tardif. Et donc c'est une invasion industrielle avec un grand flot d'immigrés, si tu veux. Un peu ce que les guerres indiennes, ça date de 1876. Oui, tout à fait. C'est la fin du 19e. C'est très tardif. Quand la première bataille entre les États-Unis et les Indiens, c'est la bataille du Little Bighorn, 1876. Première bataille, première confrontation, où les Indiens massacrent le 7e de cavalerie. Le 7e de cavalerie, ouais. Complètement. Après, les autres, ils sont venus avec des mitrailleuses Gatling, ils ont tiré dans le tas. Mais la première confrontation, entre 1876 et 10 ans après, l'affaire était traitée. C'était terminé. Ils avaient massacré tout le monde. Donc c'est pas du tout le même type de rapport qu'il y avait entre les Français et les Indiens. Voilà. Bon, ça rend ouais, mais c'est important parce que aujourd'hui, il y a quand même cette tendance à tout mélanger, tout mettre dans le même paquet, et tout, de tout remixer. Et quand on parle de l'histoire de l'Amérique, les gens vont dire les Anglais, les Français, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. C'est important de différencier. C'est important de savoir que c'est pas pareil. C'est pas les mêmes lieux. Quand tu vas dans le Middle West, comme j'ai été souvent, dans le Middle West, la toponymie est souvent française, quoi. Hein, les noms de lieux, les noms de villes, d'abord tu as le mot ville, voilà, et tu as la toponymie est très souvent française. Même il y a des gens qui ont des noms français dans le Middle West, quoi. Voilà, donc, mais ils savent pas, hein, les gens ils savent pas leur origine. Tout ça a été occulté par l'histoire là-bas. Ils savent pas du tout. Les locaux. À part quelques... À la Nouvelle-Orléans, c'est que c'est... on se souvient que c'est un nom français, quoi, Nouvelle-Orléans. Ouais. New Orleans, pour les... Vas-y, on répond aux questions. Allez, il y a encore des questions. On me dit... Peux-tu nous parler de Napoléon, héros ou salopard? T'aimes bien Napoléon. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Napoléon, héros ou Napoléon, non, je l'aime pas, parce qu'il a perdu. Napoléon, c'était un désastre... si tu veux, la France, la coupure, c'est Waterloo. Oui. Waterloo, c'est terminé pour la France. C'est le désastre. Depuis Waterloo, on a perdu devant les Britanniques et on n'a jamais repris le dessus. Ah ouais. Voilà. Ah, jamais. Vous voyez, Waterloo, c'est vraiment Waterloo.
C'est pas seulement Morne-Plaine. Oui. Ça, on a offert la France aux anglo-saxons et à la bourgeoisie pro-anglo-saxonne. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il a été foutre en Russie Napoléon se le demande. Ça, c'était sa perte. Pourquoi il voulait envahir la Russie? Bah, j'en sais rien. Des rêves de grandeur. Demander à des spécialistes de Napoléon pourquoi il voulait. C'était complètement absurde. Et pourquoi il a vendu la Louisiane, ce qui était absurde, hein, pour une bouchée de pain. C'est-à-dire que Napoléon avait une vision continentale et non pas mondiale. Tandis que les anglo-saxons, ils avaient une vision thalassocratique et mondiale. Alors, t'es sûr de ça? Parce que quand ils vont en Égypte, l'expédition d'Égypte, c'est pour damer le pion aux Anglais, quand même. On se fait un peu avoir, parce que... On s'est fait avoir tout le temps. Bah, les Anglais, oui, mais ils nous ont fait un coup de traître, comme d'habitude, faut bien le dire. Mais à la base, Napoléon, il avait quand même compris l'intérêt de l'Égypte, que c'était très important, ce coin. Bah oui. Donc, bon, enfin, je sais pas si on peut parler de Napoléon. Non, mais bon, mais voilà, Napoléon, dérive, son tort complet, c'est qu'il a perdu. D'accord. S'il avait gagné, on n'en serait pas là. Tout aurait été changé. Hein, si Blücher, je sais pas quoi, l'histoire, il attendait à Waterloo, quoi. Oui. Tu vois, alors, on me dit, faites-vous une différence avec le social-nationalisme? Comment? Le social-nationalisme, pour pas dire nationalisme social. Mais bon, le social-nationalisme, parce que Hitler, c'est un socialiste. Le national-socialisme. Le national-socialisme, bah oui. J'ai fait exprès pour perturber l'auditeur. Parce que... Non, le national-socialisme, c'est même pas une idéologie. Le nazisme a été fabriqué par l'oligarchie financière mondiale et européenne et par les grands trusts pour lutter contre le communisme à l'époque. Donc ça, le national-socialisme, le fascisme de l'époque, il y a un début, il y a une fin, on n'en parle plus. On ne revient plus sur ce qui a été fait, si tu veux. Il y avait un contexte historique. Le contexte historique, c'était la révolution russe et la montée des partis communistes, comme il y avait en Espagne et en Italie, et que le grand capital s'est dit, on va booster ces nazis, ces fascistes, en leur mettant un drapeau rouge et en essayant de tromper, parce que finalement, on leur a donné une petite couleur sociale, on leur a fait apporter une confusion. Si tu veux, Mussolini, il a été membre du Parti socialiste italien. En plus, c'était un agent britannique. Bon, donc voilà. Donc les partis nazis et fascistes ont été des partis qui ont servi à détourner des peuples qui étaient dans la misère et qui étaient dans le chômage et les problèmes, et pour les mettre sur une fausse voie, quoi. C'est tout. Voilà. Mais à partir de 1945, on ne parle plus de ça. C'est terminé. C'est quand tu vois ce connard de Mélenchon, il traite Philippot de fasciste. Enfin, c'est le niveau moins 10 de la politique, quoi. C'est zéro. À partir de 1945, il n'y a plus de fascistes. On n'en parle plus. C'est autre chose. Bah tiens, j'en profite, puisque tu parles de ça, de se tirer dans les pattes. On me dit, pour moi, la connerie du camp national, c'est de s'entre-déchirer. Quand et comment cela s'arrêtera-t-il? Quand serons-nous au pied du mur? Quand il n'y aura plus de France? C'est une question. Tu parles de quoi? Du camp national. Cette personne, elle pense que le camp national, il n'arrête pas de s'entre-déchirer. Voilà, alors ça c'est bien, parce qu'on va en venir à notre fédération. Justement, voilà, elle dit quand est-ce que les gens vont arrêter de s'entre-déchirer quand il n'y aura plus de France? C'est-à-dire, entre guillemets, voilà, on est un peu à ce plan, on est un peu tous à vouloir œuvrer dans le même sens, mais évidemment, il n'y a que des concurrences, des gens qui veulent pas, etc., des batailles d'ego, etc. Ouais. Moi, je pense que le problème est la forme d'organisation politique. La forme de parti politique est définitivement obsolète. Parce que nous sommes dans un paradigme de réseau, on a fait une émission là-dessus, hein, et où les réseaux sociaux ont pris le pas sur toutes les formes d'expression politique, et donc on a pris une habitude de réseau. Et l'offre politique, on va reparler de l'UPR, par exemple, hein, c'est de reformer
des partis politiques à l'ancienne, avec un gourou, Asselineau, qui est le grand chef, et qui décide de lui-même ce qui est bon ou pas bon pour le parti, qui fait des discours à la Fidel Castro. Voilà, ça c'est une forme obsolète. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'adhérents à l'UPR et beaucoup en sont partis, comme toi, parce qu'ils ont jugé que c'était pas la bonne chose. Bon, voilà, donc ça a explosé. Et puis, il y a eu le Front National. Le Front National, si tu veux, qui a vécu sur une espèce d'ambiguïté, puisqu'il y avait deux clans. Il y avait la droite, l'extrême droite traditionnelle des nostalgiques de l'Algérie française, essentiellement. Et puis, est venu au Front National des petites gens, tu vois, des gens, des ouvriers, beaucoup d'ouvriers. Et donc, le Front National, une partie a changé de nature. Mais il y a toujours eu cette contradiction au sein du Front National qu'on a vu là, avec le départ de Philippot, et que le Front National a explosé parce que finalement, personne ne savait ce qu'était vraiment le Front National, quoi. À part que c'était la petite entreprise de la famille Le Pen. Hein, à part savoir que c'est Mitterrand qui l'a permis de générer ce parti. Voilà, donc il y a toujours une ambiguïté, ce qui fait que l'UPR, bof, Front National, Eurobof, il reste le petit père du Poignant, qui est le plus sympathique de la bande, pour moi, et qui veut essayer de rassembler les Français. J'ai beaucoup apprécié qu'il appelle à voter Marine Le Pen au deuxième tour avec beaucoup de courage. Et donc, voilà, mais c'est toujours un parti politique. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup des gens qui nous écoutent qui sont dispersés. Alors, moi, j'ai proposé de faire une fédération indépendantiste. J'ai proposé, alors, d'abord, je ne suis pas un gourou. Deux, je n'ai pas le temps. Parce que malheureusement, je suis obligé de travailler malgré ma retraite. Et voilà. Mais j'ai demandé aux gens, voilà un truc. Vous vous mettez dans votre coin, dans votre ville, vous avez 4-5 personnes et vous faites un noyau avec des gens qui sont peut-être inscrits aux militants, à Debout la France, à Solidarité et Progrès. C'est pas mal, Solidarité et Progrès. Moi j'aime bien Cheminade. Il est pas mal du tout. Égalité et Réconciliation, etc. Voilà. Donc, essayez dans votre coin d'agréger tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Pourquoi Asselineau, il n'aime pas Cheminade? Tu vois une différence, toi, politique, entre l'UPR et Solidarité et Progrès? Non, c'est juste que Cheminade, il est très complotiste dans les médias. Donc Asselineau, il ne veut pas être associé à l'image complotiste. Donc du coup, il ne veut pas s'associer à Cheminade. Mais lui aussi, on le traite de complotiste. Donc c'est pour ça que c'est un peu... On voit tout ça que c'est des conneries. Donc il faudrait que tous ces gens-là, venant de tous ces groupes-là, puissent former, se fédérer. C'est pour ça que je parle de fédération. Se fédérer au niveau local. Alors on a créé cette fédération. Bon, il y a rapidement 70 personnes qui se sont inscrites à cette fédération. Très rapidement, on a commencé, c'est quoi, fin juin ou début juillet. Puis il y a eu les vacances. Et puis, depuis, ça n'a pas augmenté. Donc, on profite de cette émission pour essayer de booster ça. Je vais organiser une réunion à Paris, mais vous, localement, il faut que vous alliez voir vos voisins et que vous puissiez commencer à discuter de la nécessité de l'indépendance nationale, comme on l'a fait là, autour d'une tasse de café, dans un troxon quelconque. Enfin, il y a des tas de moyens. Il n'y a pas besoin d'être 50 personnes, 4, 5, 6 personnes à discuter autour d'un plat d'une façon conviviale de l'indépendance nationale. Donc, si chacune des 70 personnes qui ont voulu être volontaires, je les appelle les volontaires, donc organise localement des réunions, donc voilà, on va commencer
à un peu agréger tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être contre l'UPR, que l'UPR vive sa vie, que... moi, j'ai pris ma carte à Debout la France, donc tu vois, que chacun vive sa vie, c'est pas contradictoire avec les partis. Mais la forme parti, beaucoup de gens ne voudront jamais se coller dans un parti, et puis moi je les comprends tout à fait, parce que c'est... Mais alors qu'est-ce qu'elle peut apporter cette fédération de nouveau parce qu'on sait très bien que pour prendre le pouvoir dans ce pays, il n'y aura pas 36 solutions, c'est soit par les urnes, soit par les armes. Enfin, je vois pas comment... Oui. Donc si c'est par là, visiblement, par les urnes, parce que par les armes, ce serait pas comme ça fait, en tout cas à la télévision, donc on va dire par les urnes, à ce moment-là, il faut s'organiser. Et la seule organisation qui vaille, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux qu'un parti politique. Même si moi, en plus, je partage aussi cette conclusion que les partis sont obsolètes, que finalement, le principe des partis politiques, il est d'enfermer les gens dans une idéologie et de parquer et d'empêcher finalement le débat. Donc moi, je suis aussi très hostile finalement aux partis politiques. Mais peut-être que... Alors, une troisième voie, c'est de changer aussi peut-être la façon de faire des partis. Là, on me posait la question justement sur le parti des Patriotes. J'ai vu Philippot qui a annoncé la création de son parti. Il compte quand même... Il s'y prend différemment de ce qu'on a vu pour le moment, puisqu'il accepte tout le monde, y compris si vous appartenez à un autre parti, une autre association. Oui, parle Dupont-Aignan. Philippot. Ah, Philippot. Pourquoi il ne va pas chez Dupont-Aignan? Parce que Dupont-Aignan, il dit la même chose. Ouais. Alors, il va recréer encore un autre truc. Il a créé, en tout cas, son association devient parti politique, et sur la base, justement, d'accepter tout le monde, quoi. Il accepte tout le monde. Il faut réunir tout le monde à un moment donné, alors. L'UPR, c'est ce qu'il dit. Dupont-Aignan, c'est ce qu'il dit. Philippot, c'est ce qu'il dit. Donc, alors, quand est-ce que tout ça, ils vont se réunir? Alors, voilà le problème. Voilà le problème, parce que chacun dit, voilà, moi, je vais faire un parti politique, et j'aurai mon nom en tête d'affiche, et je pourrai causer... et les autres vont m'écouter, évidemment. Alors, quand les Français verront que tout ça, ça ne marche pas, si tu veux, quand on change de voie, on change de paradigme, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va récupérer notre indépendance par les urnes ou par les armes? Par les urnes, ça me paraît compromis. Par les armes, on n'est pas mûr. Encore, si tu veux. Tu vois, donc on est... La situation, pour l'instant, elle est simplement à travailler à la prise de conscience des Français. Donc c'est un travail politique qu'on doit faire. C'est un travail politique. Est-ce que ce travail-là... C'est tout politique. Mais tu vois bien que ce travail-là... Alors, on a le candidat, mais ce travail-là, justement, il est fait déjà par tous ces partis-là. Ils le font déjà. DLR, ils le font. L'UPR, ils le font. Aujourd'hui, les Patriotes, en tout cas, ils ont une existence très récente, mais ils comptent s'y mettre aussi, on imagine. Donc, tous ces partis-là, ils essayent de faire ce travail intellectuel-là, y compris même des gens, voilà, par leurs livres, par leurs trucs, etc. Il y a tout un tas de gens qui essaient de faire des choses. Mais personne n'arrive à se... Peut-être qu'ils vont faire avancer les choses, mais si tu veux, à notre fédération, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas si les autres disent la même chose. On dit, l'indépendance nationale, elle ne peut pas être dissociée de l'action contre l'impérialisme. Hein, c'est indissociable. C'est-à-dire que on ne peut pas espérer être réellement indépendant avec l'État profond et l'impérialisme toujours actif. C'est pas possible. Il faut l'abattre. Voilà. Alors, il faut... comment l'abattre? Il faut être solidaire avec l'armée arabe syrienne, le Hezbollah et les gens qui combattent dans la réalité cet impérialisme. Il faut les soutenir, être solidaire avec eux. Il faut en parler, c'est tout. Il faut être solidaire avec les gens du Donbass qui reçoivent des bombes sur la gueule. Il faut être solidaire avec la Russie, parce que sans la Russie, rien ne pourrait se faire. Absolument rien. Voilà. Donc, une partie de la lutte est pour l'indépendance nationale, et une partie de la lutte, c'est à l'international de soutien aux forces qui combattent cet impérialisme, si tu veux. Alors que... et puis, le flot migratoire, parce que quand tu parles du flot migratoire, c'est fasciste, t'en sais rien. Mais non, c'est pas fasciste. Pas fasciste, ces pauvres gens qui viennent chez nous, qu'on a incité à venir chez nous, ils seraient mieux chez eux. Donc voilà, donc ils viennent se noyer, ils viennent mourir
à nos frontières, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. On a vu qu'ils sont recrutés en Libye, ces gens-là, auprès de Daesh, tu vois. Donc, aussi, il faut lutter contre ce grand remplacement. Tu parles de grand remplacement à Asselineau, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, il saute sur sa chaise et voilà, traite donc, de complotiste. Voilà, alors, voilà. Donc ouais, mais ça veut dire que tu vois bien qu'il y a... Alors justement, c'est intéressant, parce que ça veut dire même chez les patriotes, entre guillemets, on n'est pas d'accord, puisque tu as un Asselineau d'un côté qui lui dit il faut se concentrer sur l'Union européenne, il n'y a que ça et que ça, et tous les autres sujets, voilà, tous les autres sujets, il ne faut pas en parler parce que ça va nous diviser, etc. Tu auras un Dupont-Aignan qui, lui, va pas hésiter à parler d'Union européenne et d'immigration, même, voilà, de remplacement, mais en revanche, qui est contre la sortie brute de l'Union européenne. Ouais. Alors, tu auras un Philippot qui, lui, est pour la sortie de l'Union européenne. Lui, il parle d'immigration, etc. Donc, c'est que des panels comme ça qui sont différents à chaque fois. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de créer notre petit groupe à nous, qui, lui, il est politiquement bien centré. Comme ça, on peut influencer les autres au travers des autres qui viendront à notre réunion, c'est-à-dire que l'indépendance de la France, c'est l'indépendance, c'est-à-dire sortie de l'Union européenne, de l'OTAN, récupération du franc. Mais attention, hein, si c'est un franc qui est convertible, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que récupération de la monnaie, il faut sortir notre monnaie des griffes des spéculateurs. Donc forcément, le franc doit être non convertible. Sinon, ça ne sert à rien. Autant garder l'euro. Donc c'est zéro. Voilà, donc petite pause inopinée, parce qu'il y a eu un petit souci. Et puis donc ça reprend dans le fil, toujours avec Alain. Donc on était dans cette différenciation qu'ont les patriotes entre eux sur des points d'accord. En particulier, tu sais, moi, rentrer dans le vif du sujet. Le sujet qui clash tout le monde, c'est le sujet de l'immigration. Il faut arrêter... on va arrêter de se mentir. Ouais. Il y a l'euro qui peut être un peu au centre, mais l'euro, bon, on sent qu'il y a des frilosités. Des fois, peut-être bien que ceux qui soutiennent encore l'euro, alors dans ce cas, on pourrait peut-être les accuser de faire de l'électoralisme. En tout cas, il y a une question qui, elle, est une vraie fracture politique idéologique, c'est l'immigration. Sur ça, c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens qui soutiennent France Insoumise et ceux qui soutiennent le Front National, alors qu'ils ont énormément de convergence sur des sujets économiques, vont se déchirer, s'entre-déchirer, se clasher sur ce sujet de l'immigration. Et ça va être l'écueil absolu de tous les partis pour l'unité des partis. Parce que quand on va aborder cette thématique de l'immigration, avec ce qui en découle, communautarisme, antiracisme, etc., c'est là-dessus qu'on va s'écharper. Alors, comment on fait c'est un point crucial. D'abord, donc moi, je vis à Saint-Denis, une ville où le grand remplacement est achevé. Donc, on n'en parle plus, c'est terminé. Bon, si on discute comme ça, de rien, avec des commerçants qui sont restés, des anciens dionysiens, le premier sujet abordé, sans qu'on l'ait abordé, c'est l'immigration. Ça, c'est ce qui préoccupe le plus les gens. On le voit dans les sondages, on le voit partout. Ça préoccupe les gens, donc on ne peut pas occulter ce problème-là. C'est complètement impossible. En plus, cette immigration a été organisée de longue date pour casser la France. Faut rappeler que le Parti communiste, en 1984, avait un fameux discours de Jean Marchais protesté contre ce flot migratoire. Oui, Jean Marchais était contre l'immigration. Ça, c'est l'ancienne gauche, ça. Oui, voilà. Donc on ne peut pas en parler. Ça fait en plus partie des objets idéologiques de la gauche, ce qui fait que la gauche est devenue l'ennemi des Français, au sens politique du terme, puisque moi j'appelle la néo-gauche, hein, la néo-gauche qui est en gros occupée par Mélenchon et son groupe FI, et que ce n'est pas du tout un allié, mais un ennemi politique, au même titre que Macron, et que ces gens-là défendent tous les thèmes du grand capital mondialiste, tous les thèmes de l'impérialisme, sans exception, et sont
favorables à l'immigration. Ils sont à l'avant-garde de l'anti-France. Hein, voilà, ils sont à l'avant-garde de l'anti-France. Donc, c'est l'ennemi qu'il faut attaquer et abattre politiquement. Voilà. Donc, cette immigration... Pourtant, ce que tu dis là, tu vas parler avec tous on va dire, les sympathisants de France Insoumise, ils vont tous t'expliquer que Mélenchon, c'est quand même le seul... C'est un nouveau Che Guevara qui pourra sauver la France et ramener la France dans de bons rails. Et pour eux, ils réfuteront absolument tout ce que tu viens de dire, que Mélenchon serait à la solde d'un grand capital, etc. Les Mélenchistes, ils ont leur bâton de maréchal et ils feront jamais plus de 15 ou peut-être 20% au grand maximum, mais ils n'iront jamais plus loin. Parce que ce groupe-là, est justement, son boulot, c'est justement de diviser les Français et mettre les opposants sur une voie de garage. C'est ça le boulot qu'ils ont à faire, c'est de diviser. Imagine un peu que ce qui est une union de tous les gens qui se prétendent opposés à Macron et au grand capital. Si ces gens-là s'unissaient, ça ferait longtemps que le problème y serait réglé. Hein, tu as eu au référendum de 2005, 55% de Français étaient contre. Donc voilà, donc ces gens-là sont faits pour diviser. Et qu'est-ce qu'ils vont diviser? Sur des problèmes sociétaux, sur du féminisme, mariage gay, voilà, ils trouvent des failles pour diviser les Français. Donc il faut les dénoncer. Il ne faut pas s'emmerder. Il ne faut pas dire, ah bah non. C'est l'ennemi politique à dénoncer. Voilà, point à la ligne. Maintenant, on a parlé de l'immigration, on sait très bien que c'est organisé pour tuer la France. On peut parler de problèmes européens. On peut parler, bien sûr. Et on reparlait de la monnaie. Donc la monnaie, c'est quelque chose d'essentiel. Avoir une monnaie, c'est le plus important pour avoir une souveraineté. Plus important, la monnaie. Bon, la monnaie, on sait que l'euro, on l'a expliqué ici, que l'euro, c'est une béquille du dollar, par le fait que j'ai expliqué, par le fait des emprunts, ce qu'on appelle les debt bonds, les obligations des pays riches libellés en euros, mais dont les lignes de crédit sont obligatoirement faites en dollars parce que sur les plateformes, c'est-à-dire les endroits où les gens, là, ils achètent du blé, du pétrole, du machin, voilà, c'est forcément du dollar, et qu'ils font ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire ceux qui ont des fortunes en euros dues aux emprunts, ils sont obligés de les mettre sur ces plateformes en dollars. Donc ils les mettent juste au moment où ils achètent leurs produits, et puis après ils les repassent en euros. Mais ce qui fait que le dollar, il tient, justement, par le fait qu'il y a toujours une forte demande en permanence. On va revenir sur ce processus d'escroquerie. Donc la monnaie n'est plus qu'un outil qui sert à la spéculation, et la spéculation qu'on paye nous. C'est-à-dire qu'on paye les intérêts de la dette, qui sont énormes, qui sont plusieurs milliers d'euros par 80 milliards par an par Français. On paye des matières premières chères qui sont dues au système haussier de spéculation. Voilà, donc si on veut continuer à payer, mes chers amis, continuez avec votre euro. Vous continuez à payer. Votre euro, il vous coûte la peau des fesses. Voilà. Donc si on veut déjà commencer par arrêter de payer avec l'euro et de filer des armes aux États-Unis, de leur donner des armes gratuites, il faut récupérer le franc. Mais il faut que ce franc soit mis hors d'état des marchés. Donc il faut qu'il soit non convertible. Si le franc était convertible, ce serait du pareil au même. Alors, tu me disais, ah oui, mais on va dire aux Français, vous allez avoir un franc non convertible, ils ne vont jamais être pour. Oui, ils ne vont jamais être pour. Alors ils préfèrent payer les spéculateurs. C'est le choix. Non, mais ou vous payez une fortune les spéculateurs, c'est au travers de tout, le prix du blé, le prix de l'essence, le prix de tout ça, et plus les intérêts de la dette, ou vous avez un franc non convertible. Un franc non convertible, ça c'est deux solutions. Il n'y a que deux solutions.
Voilà. C'est comme si, est-ce que vous voulez la mort de la France? Est-ce que vous voulez continuer à payer? Les questions sont simples. C'est oui ou c'est non. Est-ce que vous voulez être envahi par des immigrés? C'est oui ou c'est non. Voilà. À partir du moment où vous dites non, bah, vous agissez comme ça. Alors eux, les partis politiques, eux, ils sont pas comme ça. Les partis politiques, ils présentent des gens aux élections. Alors ils dandinent des fesses, ils racontent un peu des histoires, et ils ne vont pas au fond des choses, parce que, ah ouais, si on dit qu'il faudra un franc non converti, personne ne va voter pour nous. Mais comme nous, on ne demande pas aux gens de voter pour nous, on n'a rien à foutre, nous, on dit la vérité. C'est tout, la vérité, ouais, la vérité. C'est marrant parce que... pas de démagogie. Il y a une mécanote Hein qui est adepte de l'UPR qui me dit « Objectif Frexit en priorité ». Une fois cet objectif atteint, on pourra débattre sur l'immigration et faire un référendum pour trancher. C'est un peu repoussé, voilà, c'est la technique Asselineau, ça, c'est la doctrine, en tout cas de l'UPR, de dire que on n'en parle pas tout de suite, on en parlera plus tard. Non, mais ça, alors moi, j'ai une question que je rétorquerai maintenant à mes amis de l'UPR, c'est mais plus tard, déjà, plus tard c'est quand? Parce que si c'est quand vous arrivez au pouvoir, si on fait le même principe qu'avec Le Pen, c'est quoi, dans 20 ans, dans 30 ans? Mais ça sera trop tard. Ouais. Là, ce sera trop tard. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, moi, je pense aussi, tu vas me dire ce que tu en penses, dans l'histoire, les peuples qui ont disparu et qui ont pu ressusciter, ils avaient gardé leur identité. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ont pu perdre leur territoire, leurs droits, je prends le cas des Polonais, par exemple. Ils ont été absorbés entre l'Allemagne et la Russie, qui n'existait plus, la Pologne, on est d'accord. Ils étaient complètement absorbés. Mais pourtant... ils ont conservé leur identité polonaise. Ils ont continué à parler leur langue. Ils ont continué à suivre leur tradition. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire. Et quand la Pologne a été ressuscitée, pourtant, elle n'avait plus de territoire pendant 120 ans, la Pologne. Elle n'existait plus territorialement. Donc du coup, moi, je pense que là où on se trompe, c'est de penser que les droits économiques, entre guillemets, seraient supérieurs à l'identité. Moi, je ne pense pas. Je pense que si demain... Parce que si demain, la France, elle n'est plus la France, elle n'a plus d'identité... Je veux dire, Union européenne ou pas, on peut sortir de l'Union européenne, on sera plus la France quand même. Enfin, oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est une utopie. L'identité européenne ne peut pas se faire, c'est une utopie totale. Ça n'existera jamais, c'est tout. Ouais. Voilà, ça n'existera jamais. Alors, est-ce que vous voulez attendre 107 ans? Est-ce que vous voulez que ça se termine en drame épouvantable? Ou est-ce que on prend les choses en main? Alors aujourd'hui, évidemment, on ne va pas descendre dans la rue avec des fusils. D'abord, on n'en a pas. Et puis, j'appelle pas, surtout pas à ça, parce qu'on va m'attendre à la sortie et me foutre en prison. Je suis déjà fiché S. Alors, ils proposent de les mettre en tôle, les fichiers S. Bon, je serai avec mon camarade, lui, il est fiché Z. Moi, oui, je suis triple S. Non, mais bon, on n'appelle pas à l'insurrection. Pour l'instant, on appelle à la prise de conscience. C'est-à-dire, vous, les 70 qui sont venus nous rejoindre plus les autres, bah, essayez d'apporter la bonne parole sans rien omettre. Il ne faut rien omettre. Et l'histoire de la monnaie, c'est une histoire fondamentale. Fondamentale, voilà. La monnaie, l'euro, ça nous coûte la peau des fesses. Hein, on paye pour ça. Voilà. Il faudrait dire à chaque Français combien... voilà, je paye pour l'euro. C'est tout. Voilà. Alors, je ne parle pas de l'Union européenne. Ça, le problème est tout à fait important, ni même de l'OTAN. Voilà. Ouais. Mais la monnaie, l'immigration, c'est des points qu'il ne faut pas occulter. Hein. D'ailleurs, on me dit que c'est pas évident de parler souvent avec ses voisins. Et les autres, ils occultent. Pourquoi ils occultent? Parce qu'ils ont la trouille. C'est quoi? Pourquoi? Ils ont peur? Parce que c'est un sujet, on sait, dans toutes les enquêtes d'opinion, il arrive en tête des préoccupations des Français. Souvent numéro 1, l'immigration. Ouais. Donc comment se fait-il que les partis, on en parle aussi peu, finalement? Parce que même... Parce qu'ils ont peur de se faire... traité de fasciste, stigmatisé par Tartanchon. Ah oui, pas d'amalgame. Oui, c'est assez terrible quand même aussi, il faut le dire, cette loi de la Doxa quand même concernant l'immigration. Parce que chaque fois que tu es contre, en fait, l'idée même d'accueillir une immigration de masse, cette simple idée-là fait de toi un nouveau Hitler, un nouveau Himmler, t'es un raciste, t'es un machin, t'es un horrible personnage. Mais ce Mélenchon, il est vraiment en dessous de tout. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens pour poursuivre ce type. Hein. Comme il a dit, c'est Berger, là. Quand il est mort, il a dit c'est la fin
d'un patrimoine d'insoumis. En quoi Pierre Berger était insoumis? Oui. Il était insoumis à quoi? Oui, oui, ça c'est... Alors, si l'insoumission, c'est Pierre Berger, je me demande à quoi il est le tweet de insoumis. Mélenchon, oui. Hein? Et quand on lui a dit « Ah oui, est-ce que Philippot va rejoindre le FI ?» Il a dit « Ah, Philippot, fasciste. » Non, il ne sait même pas ce que c'est qu'un fasciste, ce mec-là. Ah si, il sait. Il n'a aucune idée de ce Il a que trop de c'est que culture pour ça, Mélenchon. C'est très bien qu'il le voilà, sait. Donc c'est une truffe absolue et un escroc politique. Il ne faut pas avoir peur de le dire, quoi. C'est tout. Moi, on m'a reproché sur le net en étant trop dur avec filles. Je dis, non, je ne suis pas trop dur. Je ne suis pas assez dur. Alors, je vais être encore plus dur que ça. D'accord. Ah, tiens, scoop, on me dit, Asselineau a dit qu'il allait se positionner sur l'immigration après avoir demandé aux adhérents. Ça m'étonne. Le parti existe depuis 10 ans et c'est maintenant que cette question se pose. Ça m'étonne. Voilà. Je veux bien, mais bon, des fois, les gens balancent des choses à vérifier, comme vous. Tiens, on se retourne le truc. Les sources. Alors, on me dit aussi... les sources, oui. Les sources, c'est moi la source. Là, je parle pour que Asselineau allait demander aux adhérents les sources. Alors, on me dit aussi qu'il y en a qui remet en cause le fait que les Allemands soient un grand peuple parce qu'il nous met tout un tas d'exemples sur le fait qu'ils ont trahi. Alors, il nous remet des choses un peu clichés, mon ami, la nuit des couteaux, l'opération Barbarossa en 1941, le pacte de non-agression. Après tout, les Allemands, ils servent leur intérêt, ils jouent leur stratégie, c'est tout, ils jouent leur partition. Oui, je vois pas pourquoi ils joueraient la nôtre. Et encore, il la servent très mal, parce que l'intérêt de l'Allemagne eût été toujours de s'associer ou s'allier avec la Russie, alors que les anglo-saxons, ils ont toujours manipulés comme des gros boches qui sont bien lourds, toujours manipulés pour leur faire attaquer la Russie. C'est comme Napoléon, tu vois, ils ont attaqué la Russie et ils ont été émasculés pour 50 ans. Hein. Aller attaquer les Russes, c'est pas une chose à faire. C'était une très mauvaise idée quand même, c'est vrai qu'il n'était pas très... C'était une mauvaise idée, ouais. Là, ils ont pas travaillé pour le peuple allemand, là, ça, tu vois. Il y en a beaucoup qui me disent aussi, alors voilà, il y en a qui disent une petite réflexion au sujet de l'Union européenne, même avec une sortie de l'Union européenne, comment reprendre correctement les manettes en main alors que toutes les grandes structures françaises sont vendues ou commencent à être énormément privatisées. Faut partir de zéro, mon grand. Hein. Ouais. Ah bah oui. Ben, il va falloir tout nationaliser. Alors, faut nationaliser, mais on peut le nationaliser à tour de bras, ce qui nous intéresse. Bien sûr. C'est-à-dire Alstom, on peut le reprendre, par exemple, il n'y a pas de souci. Les chantiers navals, on dit aux Italiens, c'est terminé, on reprend. Il faut les nationaliser. Voilà. C'est comme ça que les empereurs Meiji ont industrialisé le Japon. Le Japon, ouais. Après 1873. C'est-à-dire qu'au départ, toute l'industrie japonaise était nationalisée. Ils ont commencé comme ça, c'est tout. Puis après, ça s'est créé des concerns, des grands groupes, qui restent d'ailleurs, issus de ça. Mais voilà, c'est tout. Faut nationaliser, mon grand. C'est tout. Et reprendre, il faut repartir. On n'aura pas le choix. Donc repartir de zéro. Voilà, on me dit j'essaie de parler d'immigration avec mes voisins, c'est pas évident, ce sont tous des maghrébins. Bon, comment? Non, c'est un petit commentaire où on me dit que ses voisins sont maghrébins, donc il a du mal à parler d'immigration. Parce que c'est vrai que parler d'immigration avec les communautés descendants d'immigrés, elles le prennent très mal. Pas toujours. Pas toujours, c'est vrai, pas toujours, pas tous. Parce que heureusement, moi j'en rencontre, il y a des gens d'origine immigrée qui sont... Qu'on a parfaitement conscience. Qui sont complètement intégrés. Oui, bien sûr, mais complètement. Intégrés, tu vois, comme dans ma famille, on est intégrés. Donc ils sont intégrés, donc... Ah oui, mais dans le nouveau logiciel, on te dira, ta famille, vous êtes blanc, donc vous êtes intégrés. Ouais, c'est ça les JW aujourd'hui, les social justice warriors. Ils sont français comme... si j'écoute certains discours aujourd'hui de certains noirs, ils vont te dire non. Parce qu'ils vont te faire toute une truc sur les noirs qui appartiennent au peuple noir, ADN culturel noir, etc. On en est revenu là maintenant. Avec en plus ce qui se passe aux États-Unis, tu as bien vu les Black Lives Matter soutenus par Soros et compagnie. Que les gens, il y aura encore pas mal de gens qui vont commenter, j'anticipe à l'avance, tout un tas de sphincters, qui vont te dire « Ah oui, mais Black Lives Matter, c'est génial ». Les Martiniquais, ils veulent
Ils veulent leur indépendance. Non, je ne le pense pas, mais peut-être qu'on essaye de leur souffler. Ouais, peut-être de leur souffler. Ah, Parce que moi, j'ai beaucoup fréquenté la Réunion. La Réunion, être indépendantiste, c'est dangereux là-bas. Hein. Ils les aiment pas. Hein. Ah, ils n'aiment pas les indépendantistes. Les indépendants de la Réunion, tu parles. Non, parce que... Ils vivent comme des nababs. C'est à côté, il y a Madagascar et puis il y a l'île Maurice. Ouais. Tu vois, quand tu vas de la Réunion à Madagascar, tu vois la différence. Ah, bah, tu vois la différence. Vous voulez être indépendant comme non. Bah, déjà, même Mayotte, la première indépendante des Comores, submergée avec tous les Comoriens qui viennent accoucher chez eux. Et la seule idée de Macron, c'est de tous les régulariser. Je peux te dire, ils sont furieux. À la Réunion, ils sont français. Je peux te dire que tu ne vas pas leur enlever. Hein. Ouais. Donc quand tu arrives, tu as un grand aéroport. Bienvenue en France, tu vois. Grand, énorme. Donc pour le moment, ça ne va pas bouger de ce côté-là. Mais on voit quand même que c'est le sujet de fracture. Hein. C'est le grand sujet de fracture. Parce que entre guillemets, ce mouvement patriote, ces patriotes là, de tous bords, de tout poil. Allez, on a cité de l'UPR, des LR, les mecs du FN, et même on va en trouver chez France Insoumise. Allez, le seul sujet sur lequel tout le monde va se clasher, c'est celui-là. Il n'y a pas d'autre sujet. Parce que finalement, regarde, nationaliser Alstom, personne ne va vraiment s'y opposer, ni au FN, ni chez DLR, ni chez machin. Quand on va dire, oui, la France, il faut qu'elle retrouve sa souveraineté monétaire, qui pourrait vraiment s'y opposer, d'accord? Allez, il va rester chez DLR peut-être des réfractaires, et encore, parce que même Dupont-Aignan, il a beaucoup bougé sur cette question. Mais bon, bref, mais là où ça se charcle, où il n'y a pas d'accord possible, on voit bien, c'est l'immigration. C'est le sujet où tout le monde va se télescoper, et il n'y aura que des positions différentes entre un UPR qui dit, nous on se prononce pas, on n'en parle pas, DLR qui dit, nous on dénonce le grand remplacement, le France Insoumise qui dit carrément, oui, eux ils sont pour l'immigration à outrance, l'immigration de masse. Le Front National, il se prétend contre l'immigration, mais qui veut pas sortir de l'Union Européenne, etc. Enfin, on voit que ces sujets, tout le monde se clash, il n'y a personne qui arrive à trouver une position. On est là pour essayer d'unifier, c'est du boulot, hein. C'est un travail historique. Hein. Ouais. Moi, je fais de la politique depuis l'âge de 16 ans, donc j'ai 72 ans, imaginez. J'ai vu le nombre de fois que j'ai fait des pastilles République, je sais pas, peut-être 100 fois. Hein, puis j'ai vu la France aller de Caraïbes en style-là. À chaque fois que je faisais un Bastille République, ça allait pire après. Donc mais comme on l'a dit, on a changé de paradigme, on n'est plus dans la même société, on n'a plus les mêmes ressorts, on ne fonctionne plus comme avant. Et il faut taper dans la butte, comme on dit. Il faut y aller, quoi. Allez-y, relevez vos manches. C'est tout. C'est pas moi à 62 ans. Peut-être dans 10 ans, je suis mort, dans le meilleur des cas. Donc, c'est tout. Faut y aller. C'est tout. Faut y aller. Et y aller, c'est prendre ses voisins, c'est de discuter. Moi, je discute tout le temps. Je discute avec les voisins, avec les gens avec le plus je discute, c'est avec des filles, parce que c'est tous des anciens cocos qui me connaissent. Alors, hein, à Saint-Denis, il y a une espèce d'agora, là, devant la basilique, il y a tous les cafés. D'ailleurs, c'est très, très sympa. Et donc, tu es là à boire une bière, puis il y a des gens des anciens cocos qui sont passés à filles. La plupart sont partis, d'ailleurs. Mais bon, ceux qui restent, c'est en général des enseignants. Et puis, on discute le coup, mais... En général, ça se termine que les mecs, ils partent en courant, quoi. Mais ils n'acceptent pas, parce qu'ils ont un niveau politique tellement bas maintenant, tellement bas, aucune analyse marxiste, rien. C'est le niveau zéro, c'est le niveau Mélenchon, quoi. Mélenchon, il a aplati complètement le niveau politique de ces gens-là. Donc, voilà, il faut discuter. Ouais. Ça, c'est clair. Écoute... Quoi d'autre? Écoute, what else? Il n'y a plus tellement... Si, on me pose une question. Croyez-vous au principe de la remigration, notamment développé par Laurent Ozon? La remigration? Ouais. Tu crois pas? Tu connais un peu ce projet? Mais tu sais, moi, je sais pas comment que ça va se terminer, tout ça, mais ça va pas bien se terminer. Alors, je ne sais pas comment que ça va se faire, mais... Je sais pas comment on va sortir de ce merdier, quoi.
Mais on est bien enfoncé. On est bien enfoncé, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est fini, ça y est, la France, elle est morte, c'est plus qu'une question de temps. Déjà, il faut déjà commencer par fermer le robinet. Déjà pour commencer. Hein. Ouais. Fermer le robinet et tous les gens en situation irrégulière, les renvoyer chez eux, quoi. C'est déjà ça, quoi. C'est le B.A.-ba. Oui. Voilà. Ça, c'est une des premières mesures à aujourd'hui, prendre, on va dire. Il n'y a plus de gens en situation irrégulière, vu que ça a été supprimé, la situation irrégulière. Hein, il y a des réfugiés. Oui, parce que les réfugiés... la situation irrégulière, c'est plus trop ce que ça veut dire, puisque même le dernier terroriste qu'ils ont abattu là à Marseille, il était en situation irrégulière. Et il était donc visiblement... En fausse situation irrégulière, vu que en fait ce statut-là n'existe plus. Donc. Les gens, au bout d'un moment, ils en auront ras-le-bol, quoi. C'est tout. Bon, c'est comme ça. J'espère que, en tout cas, les Français, ils vont se réveiller un jour, quoi, en tout cas. Qu'ils ne vont pas se laisser manger tout cru, on va dire, sans réagir. Voilà. Parce que pour le moment, ils ne réagissent pas beaucoup. Alors, on arrive à la fin. C'est quoi les projets pour... comment faire? Alors, bon... moi, je suis pas le Deus ex machina, j'ai émis une idée. Oui. C'est aux gens de se prendre en main et de s'organiser au niveau local. Je leur ai donné une carte des 70 personnes. Voilà. Moi, je veux bien organiser sur la région parisienne, j'ai organisé une réunion. Voilà. Il faut que des gens se prennent en main. Bon, il y a une petite concentration en Rhône-Alpes. Hein, on peut faire quelque chose d'intéressant avec Thierry Delbos. J'espère que tu es là, l'ami Thierry. Vas-y, prends l'initiative. Il y en a sur la Côte d'Azur. Il y en a 3-4 dans le Nord. Il y en a 6, 7, 8 en région parisienne. Voilà, donc chacun va se prendre en main. Et puis, on va essayer de créer un logo. Et moi, je veux bien éditer des textes que chacun peut mettre en affichette. Hein, mais je ne peux pas être le seul. Hein, il faut que d'autres puissent... Vous avez une idée, vous faites une affichette. Vous faites une affichette. Bon, vous l'envoyez sur l'Internet. Et on l'imprime soit sur notre imprimante, soit avec les mecs d'à côté, comme il y a chez nous, ils impriment des trucs, ça coûte rien d'imprimer les affichettes, on les appose. Et puis voilà, quoi. Donc, alors, si vous voulez participer à cette fédération, il faut envoyer, je voulais amener un panneau, envoyer un mail à fede, F-E-D-E, point indépendance, @gmail.com. Hein, je remettrai sur ma page fede.indépendance, @gmail.com. Allez sur ma page Facebook, Alain Benajam, je vais le remettre. Vous envoyez, le fait d'envoyer un mail à cette adresse vous fait rentrer dans la liste de diffusion, automatiquement. Hein, voilà. Alors, vous mettez votre adresse mail et surtout le lieu dans lequel vous habitez, et puis je vous enverrai les gens qui sont autour de vous. Alors, pour l'instant, c'est très campagnard, hein, c'est bien dispersé, sauf dans la région Touraine, tu vois, et Bretagne. Là, il y a un gros trou. Donc, voilà. Et puis c'est de l'action locale. C'est de l'action locale de terrain. C'est pas la peine des grandes manifs, c'est pas la peine. Il faut parler aux gens, il faut leur écrire des tracts, leur donner des... Il y a un événement, il y a quelque chose qui va se produire sous peu. Le prochain événement, c'est on va faire une réunion à Paris, hein, dans le courant du mois d'octobre. Voilà, je cherche un endroit, bon, j'ai à peu près trouvé. C'est le premier événement qu'on va faire, quoi. Hein, voilà, et ceux qui pourront venir à Paris, viendront à Paris. Et
Bon, si l'ami Thierry Delbos pouvait faire cet événement-là à Lyon ou à Clermont-Ferrand, déjà, ce serait bien, quoi. Hein, ça ferait déjà 2 pôles. Et puis, voilà, si l'ami Chanclu pouvait faire ça aussi dans le Nord, on pourrait déjà commencer à créer quelque chose, quoi. Voilà. Mais il faut qu'on soit un peu plus quand même, hein, déjà. Donc là, c'est bien, hein, on a un appel au peuple. On est combien là qui écoute là? Je sais pas, je n'ai pas les chiffres là-dessus. Voilà. Donc fede.indépendance@gmail.com et vous allez sur mon mur Facebook Alain Benajam, tout simplement. D'accord. Voilà. Bah, écoute, c'est parti, en tout cas, c'est lancé. Et puis, voilà, quoi. Et puis, c'est vrai que tous ceux qui se plaignent, il y en a qui se plaignent de, je sais pas quoi, il y a de la modération active. Écoutez, c'est la modération, hein, c'est normal. C'est comme ça. En tout cas, voilà. Oui, les questions étaient intéressantes? Bah, des fois oui, des fois non. Oui, non, bah, je t'ai posé l'essentiel des questions. Je t'ai posé, je t'ai posé les questions qui ont été posées. Voilà. Non, c'est parce que ça débat, il y a toujours des débats sur la modération, tu vois, blablabla. Bon, en tout cas, bah, merci à toi, Alain. Oui, avant, surtout merci à toi, bah, oui, qui m'offre avant, c'était avant, hein. Les gens, ils sont avant, bah oui, mais avance avant, les choses, elles changent. Il faut arrêter comme ça de rester bloqué, hein, parce que vous êtes bien confortable devant chez vous, et puis nous, ah ouais, mais ça change, moi, j'ai pas mon jus, j'ai pas mon truc, mais oui, mais... voilà, vous demandez toujours que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ben ouais, ben on fait autre chose, hein, les vies. Bah, ça bouge, c'est bouger. C'est facile de bouger. Voilà. Facile, hein, voilà. C'est facile. Moi, je peux centralement vous donner les gens qui sont à côté de chez vous. Alors, vous allez les voir, puis vous préparez votre truc. C'est tout. Vous êtes 2, vous êtes 3. Les FTP, ils étaient à 3. Hein. Jamais plus de 3, les FTP, dans la résistance. Voilà. Donc, à 3, on fait une cellule, on fait un noyau. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Donc, bah voilà. En tout cas, merci encore. Et puis, on se dit à la prochaine. Parce que là, si je commence à vous dire ce que je pense, je sens que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je vais me fâcher avec beaucoup de gens. Alors, ciao, ciao. Et à la prochaine. Merci encore. Merci à la régie. Merci. Ciao.